Salut Simon. Salut. Je suis très content de faire cet épisode avec toi, chez toi. Aussi. On n'est pas dans ta yourte, mais t'as une très belle yourte. Et aujourd'hui, on va passer, je pense, une bonne heure et quart et demie. On va voir, on va essayer de pas dépasser. Quand même que ça soit aussi agréable à écouter pour vous. Même si j'aime bien écouter des podcasts de 3 heures. Ça m'arrive, mais en plein de fois différentes. Mais on va essayer de partir dans un flow. J'ai envie qu'on connaisse beaucoup mieux ce que tu pratiques, d'où tu viens, ta quête de sens, parler du tabac. Parce que ce grand-père bienveillant a accompagné la retraite aussi et la journée Yang avec la cérémonie que tu as proposée dans ma retraite quantique. Et donc ça va être chouette de pouvoir dérouler cette expérience que j'ai vécue avec toi. J'ai envie de parler du masculin du coup. Et puis des plantes et également de tout l'univers des plantes qu'on peut beaucoup aller chercher en Amazonie et qu'il y a plein de choses ici en Bretagne. Et toi, tu as vraiment ces compétences-là, cet univers-là. Donc on va plonger dans tout ça, chers amis. Vous allez passer un bon moment. Vous allez voir la voix très agréable aussi de Simon. Et puis deux belles énergies masculines qui échangent en ce vendredi matin autour d'un café de quelques viennoiseries. T'es dans quelles énergies là, Simon, toi ? En ce moment ou là tout de suite ? Tout de suite. Tout de suite, plutôt bien là. Je sens que je me restructure, donc c'est assez chouette. Voilà, peut-être que je parlerai de pourquoi je me sens me restructurer. Vas-y, pars de ça. Avant, présente-toi rapidement parti, et après on va partir à la structure parce qu'il y a le masculin, il y a tout ça, donc c'est intéressant. C'est une longue histoire. Hein. Donc moi je me suis toujours construit, je me suis beaucoup construit depuis l'adolescence avec les plantes, dans un monde très spirituel. Et ça a été extrêmement bon pour moi dans toute l'expérience que je faisais. C'est les plus belles années de ma vie, quoi. Mais sur la fin, j'ai connu des événements qui m'ont quand même pas mal impacté et surtout mes outils dans la spiritualité se sont en partie retournés contre moi. Et là, depuis peu, je tombe en amour de la zététique et de l'approche un peu plus scientifique et pragmatique des choses, sans être complètement conquis, parce que je me rappelle tout ce que ça m'a apporté de bon, la spiritualité et puis les croyances en fait. Hein, on se bat contre ça quand on est un peu plus axé science et pragmatisme. Et en fait, les croyances, elles sont de partout et c'est nécessaire. Et donc j'ai eu une très grosse phase où j'ai eu énormément de contradictions, où j'ai toujours énormément de contradictions, puis est-ce qu'on n'en a pas tout au long de notre vie finalement, quoi. Et aujourd'hui, je sens que je repose des bases très pragmatiques et très concrètes qui vont me permettre de toucher une forme d'ancrage. Quand je parle d'ancrage, c'est pas seulement l'ancrage comme je l'entendais quand j'étais que dans la spiritualité, avec ce truc un peu ésotérique où on se dit on a des racines et tout machin. C'est génial, c'est vrai, hein, ça fait partie de la notion d'ancrage, mais j'en avais déjà parlé dans une interview que j'avais donnée à Paris, là. Pour moi, l'ancrage, c'est aussi la vie de tous les jours, quoi. C'est revenir à des trucs qui sont clairement pas spirituels, entre guillemets, parce que finalement, tout est spirituel. Mais voilà, c'est se lever le matin pour aller travailler, quoi. Tu vois, et en fait, mon parcours de vie m'a amené dans des cul-de-sac qui m'ont forcé à ça. Alors ça a été dur à encaisser. Ça m'a demandé aussi de m'écarter de mon chemin de spiritualité et puis des plantes. J'ai eu une baisse de pratique qui m'a même amené à m'arrêter complètement. Là, cet hiver, en fait, je mettais la clé sous la porte de mon entreprise. Mais finalement, de ma passion, c'est pas possible. Donc les plantes sont toujours là. Et je sens qu'en fait, ce recul nécessaire et puis cette phase de chaos et d'écroulement, de déstructuration, m'amène aujourd'hui à remettre des bases solides pour recommencer la même construction. Mais cette fois, avec des fondations, quoi. Avec des bonnes fondations et avec l'essentiel, en fait. Par rapport à tout ce que tu as plongé beaucoup dans tout l'univers de la spiritualité. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu ton parcours dans les grandes lignes. Mais c'est à force d'ingurgiter toutes ces choses-là qu'on en finit par avoir un grand bordel en tête et qu'on en vient à rejeter tout ça pour rechoisir ce qui est juste essentiel, quoi. Ouais. Bon, chers auditeurs, on est parti pour 3 heures, du coup. Non. J'ai vécu une adolescence assez chaotique, même si elle n'était pas malheureuse. Ça, j'en ai parlé aussi dans un autre podcast. Et je me suis beaucoup retrouvé, en fait, seul, entre guillemets. Donc entouré, mais seul. Petite chanson d'Orelsan. Seul avec moi-même. Voilà. Et du coup, je me suis beaucoup construit tout seul, quoi. Et forcément, de manquer de canevas, c'est pareil que pour une plante. Hein, quand une plante n'a pas de canevas, elle pousse librement, c'est vrai.
mais parfois le Canva lui apporte une structure qui va lui permettre de vraiment s'établir de manière pérenne. Le Canva, c'est quoi? C'est comme un tuteur? Oui, voilà. Le Canva, c'est un tissu, en fait. C'est un grillage, entre guillemets, que tu pourrais utiliser pour te structurer. On voit beaucoup ça, par exemple, je ne sais pas si vous voyez tous, mais le liseron, c'est une plante envahissante, grimpante, qui vient s'enrouler autour d'autres plantes. Et donc, elle a besoin de ces autres plantes pour pousser. Et c'est comme ça qu'elle prospère. Les lianes, c'est un peu ça, elles ont besoin d'un support. Et quand on n'a pas ce support pour une liane, la liane va quand même pousser, mais elle va elle va avoir beaucoup plus de difficultés à s'ériger, à vraiment prospérer. Ouais, voilà. On trouve ça aussi avec le lierre, hein, qui pour autant parcourt le sol avant de trouver un support, mais il a besoin de ce support. C'est pour ça qu'il grimpe en fait. Et voilà. J'ai toujours considéré que l'être humain était un peu comme ça. Il a besoin aussi d'un tissu social, il a besoin d'une structure éducative, quelle que soit la forme de transmission, que ce soit avec l'école, la famille. Il a besoin d'une éducation pour se construire, il a besoin d'un terreau fertile pour se construire. Et je l'ai eu, mais celui que j'ai eu était aussi beaucoup déstructuré. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais terreau. Qu'est-ce qu'on en fait en fait, hein, voilà. On est tous entre guillemets des mauvaises herbes qui tombons là où elles tombent, et après on doit s'adapter à notre terrain. Sauf que si t'as une nature disons de grand chêne et que tu tombes dans un terrain rocailleux, t'atteindras peut-être pas l'envergure du chêne qui tombe dans un terrain fertile, mais tu vas atteindre une résilience par contre, parce que ton terreau t'a amené à ça, quoi. Donc voilà, moi mon terreau c'était plus ça, hein. C'était plus le terrain de la résilience, parce que je me suis retrouvé, sans rentrer dans trop les détails, mais parents séparés, donc un truc assez classique. Mon père assez absent à lui-même, et ma mère aussi, parce que grosses épreuves de vie aussi. Ma mère qui était beaucoup en dépression et en hôpital, donc moi j'ai demandé à vivre en internat. Et puis je suis parti dans une filière L, parce que ce qui m'importait, c'était de kiffer ce que je faisais. J'ai pas visé quoi que ce soit, j'avais pas de plan d'avenir, je savais pas où j'allais. Aujourd'hui, je le regrette énormément, même si ça m'a beaucoup apporté, que c'est très artistique, que c'est génial. Mais vu vers quoi je me tourne aujourd'hui, c'est clair que si j'avais eu un bac un peu plus fourni en biologie, ça aurait été génial, quoi. Donc voilà, je suis parti de ça. Adolescent, forcément, les artistes et les L, quoi. La fumette, pour rentrer dans les clichés. Mais ça a été aussi pareil, quelque chose qui m'a tout à la fois déstructuré et construit. Parce que déstructurer, c'est pas forcément détruire. En rencontrant cette plante-là, moi j'ai frôlé aussi des états psychotiques qui m'ont mis sur un chemin où à un moment donné il fallait faire quelque chose, quoi, parce que sinon j'allais droit dans le mur. Tu consommais beaucoup du coup de cannabis? Ah oui. Ouais, j'étais à plus de 50 € tous les 3 mois. Okay. Tous les 3 jours. Parce que, en fait, 3 mois ça va encore. Ouais, c'est ça. Non, je sais plus à combien on estimait ça à l'époque, mais du coup c'était à peu près 5 € le gramme. Donc 10 grammes tous les 3 jours, quoi. Tu vois, puis à les fumer bien sévère, quoi. Je sais plus, enfin bref, je suis très mauvais avec les chiffres, si c'est faux. On s'en fout. Voilà. En tout cas, je fumais trop, quoi. Je fumais beaucoup trop. Puis en plus, c'est pas une question seulement de dosage, c'est aussi. On a toute une phase, jusqu'à 25 ans, notre cerveau se mature, en fait. Et donc, consommer avant quelques substances que ce soit qui vraiment vient impacter tout le système endocrinien sur le plan cérébral, ça peut perturber en fait. Et surtout, le cannabis ne crée pas ça, mais s'il y a des terrains paranoïdes, s'il y a des terrains, disons schizophréniques, etc., s'il y a des pathologies latentes, soit dans la famille, soit chez la personne, ça peut les amplifier, ça peut les déclencher. Et moi j'ai un petit terrain un peu paranoïde quand même. Tu vois, j'ai tendance à être. Je pense aussi que ça vient de ma construction. Puis je suis depuis peu, comme je pense beaucoup de gens maintenant, diagnostiqué TDAH. Oui. Voilà. On est tous un paquet. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant quand même à comprendre, c'est que c'est une façon de fonctionner et qu'il y a une attention particulière, une façon de porter son attention sur les choses. Et en fait, c'est très déstructuré, la façon de penser. C'est très arborescent. Voilà, c'est le côté penser en arborescence. Redis-moi ce que ça veut dire exactement, TDAH. Alors, trouble de l'attention avec ou alors sans hyperactivité. Eh ben, tu vois, justement, moi, j'aime pas ce terme avec le côté trouble.
parce que c'est pas un trouble pour moi, tu vois. Je vois bien ma manière de fonctionner, ça part dans tous les sens, j'ai pas eu besoin de me faire diagnostiquer. Par contre, ça veut dire, ok, t'as un fonctionnement qui part là, c'est chaotique, c'est créatif, comment tu le restructures ou comment tu le canalises, tu vois. Ouais. Comment cette liane là qui part dans tous les sens, t'y mets un arbre pour pouvoir la faire grimper et ne pas être déstructuré par ça. Oui, complètement. Et surtout dévasté par ça, parce qu'énergétiquement, évidemment, ça part énormément dans tous les sens, quoi. Mais c'est pas un trouble, c'est un putain de super pouvoir, je trouve, moi, aujourd'hui, tu vois. Ouais, bah, en fait, ouais, pour moi, oui, effectivement, c'est tout un sujet. Hein. C'est l'étiquette qu'on a posée dessus, parce que sur le plan médical, on a besoin d'avoir une norme pour pouvoir se référer à quelque chose, et donc on a des fonctionnements différents. Et juste, oui, pour moi, c'est ça, c'est juste une structure différente. Et puis moi, ça m'a jamais posé de problème jusqu'à maintenant, quoi. C'est clair. Et puis surtout, tu vois, si j'avais pas eu aujourd'hui des problèmes, je pense que je serais jamais allé m'approcher d'un psychiatre pour potentiellement me demander mais qu'est-ce qui va pas, quoi. Parce qu'on compense ça beaucoup, et qu'en fait voilà, s'il y a autant de gens qui le sont aujourd'hui, entre guillemets, c'est pas qu'il y a une nouvelle épidémie et tout, c'est juste qu'on a changé, on a affiné aussi notre compréhension de l'esprit, même sur le plan scientifique, surtout sur le plan scientifique, et que bah oui, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui fonctionnent pas de la même façon, et qu'on est de plus en plus capable de savoir pourquoi et comment. Et puis qu'il y a derrière, on parle de troubles parce que il y a quand même comment dire, un fonctionnement différent aussi sur le plan purement physiologique. Alors, je suis pas du tout expert en la question, je me renseigne parce que ça m'intéresse, c'est hyper chouette ce sujet-là, moi je le trouve passionnant. Et il y a pas longtemps, j'étais tombé sur une vidéo qu'avait fait Major Mouvement, avec un médecin qui lui est spécialisé là-dedans, et puis il parlait de la dopamine, et c'est là que s'arrêtent mes compétences. Et en fait, il y a quelque chose avec cette dopamine-là, un fonctionnement qui est différent de celui de la normale, entre guillemets, et je pourrais pas dire comment, mais voilà, il y a ce truc-là. Je vois du coup ce fonctionnement avec le côté, cette hormone de la récompense et de ce type dopamine que je vois moi sur les réseaux, sur le côté où très vite je vais avoir besoin de ce truc qui va me nourrir, tu sais, et je vois bien que ça, j'en suis vraiment dépendant, et que je l'ai ressenti tout le long de ma vie, d'avoir en gros soit des preuves d'attention, tu vois, j'ai un manque toujours un peu abyssal d'attention, en particulier du féminin, parce que ça vient de mon histoire de vie, avec le fait de naître après un enfant mort-né, ma maman qui est dans le deuil, mon papa qui est dans le deuil, et moi je vois ça dans une constellation familiale, qu'en gros ils regardent encore l'enfant mort, mais pas moi, tu vois. Donc il y a un peu c'est ce grand vide qui fait qu'en permanence dès que quelque chose je me sens vu, tu vois, je me sens exister. Donc c'est pas pour rien que je vais sur Insta et que j'adore ça et le transmettre, mais je vois effectivement ce fonctionnement où très vite ça crée du manque, tu vois. Je sens, ou même avec la relation avec ma chérie ou autre, ou mes précédentes relations amoureuses, il y a souvent un manque qui est très fort, et c'est là où moi je dois cheminer, bosser et m'apporter cet amour au lieu de le quémander en permanence dans les choses de l'extérieur de ma vie, quoi. Et c'est fort, quoi. Ouais, bah c'est la base, moi, de ce qui m'a amené au cannabis, tu vois. À l'époque, j'ai un manque crucial, j'ai pas vraiment mes parents autour de moi dans une époque de vie où, adolescent, certes tu les rejettes et tout, etc., mais t'en as besoin, en fait, t'as besoin qu'ils soient là pour te fournir le canevas auquel te confronter et auquel te soutenir aussi. Et ouais, à l'époque, moi, c'est le grand vide affectif, quelque part, sur le plan familial. Parce qu'à l'époque, je rencontre Laura, ma compagne de l'époque, avec qui j'ai tissé une relation amoureuse qui, justement, m'a permis aussi de trouver du réconfort et de me structurer. Puis j'ai surtout, du coup, pu, vu qu'on était beaucoup chez sa famille, j'ai vraiment trouvé une famille d'accueil chez sa famille, quoi. Mais du coup, comment j'ai compensé aussi, voilà, fumer. Je me rappelle avoir commencé par le tabac, voilà. Et puis très vite aller sur le cannabis. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup sur le chemin après des médecines, donc avec les plantes, ce qu'on appelle une médecine, c'est plein de choses en réalité. On peut sous-entendre des plantes en particulier, mais on peut aussi sous-entendre une façon d'être au monde. C'est une forme de médecine. J'aime bien ça parce que pour moi, je dis souvent, je parle de médecine business, médecine marketing, parce que moi, d'être à mon compte, ça me guérit. De parler en public, de faire du marketing, ça me guérit. Ça m'apporte de l'amour pour moi, de la discipline, de l'engagement. Tu vois, tous ces trucs-là me guérissent clairement, quoi. C'est ça que j'appelle ça aussi une médecine. Donc la médecine pour moi c'est la manière, un outil de guérison, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc du coup ça rejoint un peu la notion de quête de sens aussi. Donc quand je suis allé vers les médecines, c'est bel et bien parce que je me suis rendu compte que j'utilisais le cannabis pour quelque chose, quoi. J'ai fait un peu de travail sur moi, du coup. Donc développement personnel ou psychologie. Ça commence à quel âge, ça? J'avais 20 ans. Un peu moins. Tu commences déjà à mettre du sens sur pourquoi je prends du cannabis, tu commences à lire des trucs et tout, quoi. Parce que voilà, je suis tellement... Moi je me souviens, j'étais tellement déboussolé à un contrôle de maths où finalement j'avais jamais suivi les cours, puis ça m'intéressait pas. Puis je sais pas, je me retrouve devant la feuille et je me rends compte à quel point je suis
à l'ouest, tu vois. Et je suis là, putain, mais je suis pas capable de remplir ça, mais t'es vraiment juste mets-toi à bosser, tu sais. Et à ce moment-là, j'écris une lettre, en fait, au prof, parce que je sais que de toute façon, je vais me planter, tu vois. Et je lui écris une lettre. Je lui dis, mais je suis vraiment désolé d'être comme ça, en fait. Je suis vraiment désolé de pas avoir d'intérêt pour les maths et d'être là à parler pendant votre cours, puis à me retrouver comme un con devant la feuille. Parce que, bah, quelque part, il y a aussi le truc adolescent de, mais j'aimerais bien qu'on me considère, enfin, je vois bien que vous me prenez pour un teubé et un fauteur de troubles, tu vois. Et j'ai pas envie d'être ça, et en même temps, je sais pas trop comment faire autrement, quoi. Je sais plus pourquoi je disais ça, mais donc, voilà, c'est oui, je me questionne déjà, quoi, sur pourquoi ce rapport-là au monde, tu vois, comment ça se fait que qu'est-ce qui me motive j'ai déjà l'impression d'être enfin voilà, je vois des camarades de classe qui sont aussi dans cette dynamique de fauteurs de troubles ou d'échecs scolaires, etc. Et je vois qu'ils se questionnent pas nécessairement, mais je me reconnais pas en eux, tu vois. Et je me reconnais pas non plus dans les têtes de classe qui suivent le programme nickel, etc. Et puis je suis un peu, qu'est-ce que je fais là? Où je vais? J'ai pas de but, je erre un peu dans ce truc-là, puis là je trouve les plantes, et à un moment ça m'ouvre à un état d'esprit aussi qui me nourrit beaucoup, ça me fait prendre du recul sur ma vie, c'est génial. Ça sert aussi beaucoup à ça. Ouais, je veux pas en faire l'apologie, tu vois, c'est pas le but, mais je me souviens que en L, quand on découvre ces substances-là, souvent ça crée vraiment un rapport à la créativité différent. Oui. Ça nous ouvre l'esprit, et enfin voilà. Et à la perception de la musique, des choses, de tout. Moi, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué ces premières expériences. C'est vrai que c'est la première médecine qu'on va toucher, c'est le cannabis, quoi. Ouais. En général, quoi. De manière, c'est clair que dans nos sociétés, en fait, c'est devenu du coup pathologique parce qu'il n'y a pas le canevas, encore une fois, la structure qu'on peut retrouver dans des sociétés premières où ils les incluent. Parce que notre rapport aux substances, en fait, il est dans l'histoire, il a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, il n'y a que quelques substances qu'on considère comme tolérables. Et dans celles qui procurent des transformations de perception, il n'y a quasiment que l'alcool, en fait. Mais voilà, partie de ça, en fait, c'est vrai que du coup, on tient pour tabou toutes les autres substances, et donc du coup notre rapport au cannabis, pour nous, c'est une drogue, c'est pas une médecine. Et pourtant, effectivement, il faut, sans en faire l'apologie, encore une fois, parce qu'il y a des risques, et que justement le but dans les sociétés premières, c'est de cadrer tout ça dans des cadres rituels pour, entre guillemets, amoindrir ces risques. C'est peut-être pas conscient, mais en tout cas, quand on le regarde de manière presque anthropologique, c'est clairement ça qui se passe. Le set and setting, c'est que leur set and setting est à but rituel, c'est vrai, en tout premier lieu, mais en réalité, il réduit les risques autour de la consommation des substances. Traduis-moi le set and setting dans ce mot. Alors, set and setting, c'est des concepts qui ont été théorisés à l'époque où justement on découvre les champignons hallucinogènes en Amérique. C'est Timothy Leary, je crois, qui théorise ça. Alors bon, lui c'est pareil, il y a du bon et il y a du mauvais, mais bon voilà, il a théorisé ce truc-là. Le set, c'est l'endroit dans lequel va se tenir quelque chose, la prise de substance. Donc le set, ça peut être, pour le cas des traditions premières, ça peut être une cérémonie dans la maloca de cérémonie. Le lieu a un impact. Les décors du lieu, un espace dédié, quoi. Ouais. Tout comme nous, en fait, notre set and setting, quand on a développé tout ça sur le plan clinique, ça a été une salle dans l'hôpital qui soit sécurisée le plus possible, qui soit le plus neutre possible pour éviter justement de créer chez la personne qui va être observée lors de la prise une interaction qui pourrait l'emmener à dérailler, quoi, tu vois. Voilà, ça c'est le set, c'est l'environnement. Et le setting, c'est la préparation intérieure. Donc dans les cérémonies, dans les cadres rituels traditionnels, il va y avoir toute une ascèse à respecter, des prières à poser, il va y avoir des gestes rituels à faire pour ouvrir et fermer une cérémonie, définir un cadre en fait psychologique, psychomagique, peu importe le mot qu'on pose dessus, pour eux c'est rituel, et ce setting-là donne un état d'esprit, c'est ça, hein, le setting, un mindset, et ce mindset il va être du coup favorable à une expérience le plus sain possible, avec le fait de poser une demande, une intention, et ça, on retrouve beaucoup ça maintenant dans le développement personnel aussi, tu vois. Et voilà, quand à l'époque, même sans parler de prendre des substances, hein, quand tu vas faire une messe, et que tu y vas avec tes intentions, que tu vas au confessionnal ou que tu vas prier, tout ce que tu amènes, c'est ton intention, c'est ton mindset. C'est ta direction, c'est ta demande pour régler tel ou tel problème. Et ensuite, tu te rends disponible à tu te places en subjectivité.
Et tu reçois du coup ce que tu demandes parce que tu vas le chercher quelque part. Ouais, c'est comme informer, comme moi j'aime bien faire des tirages de cartes ou autre, mais une intention, ou quand tu veux mettre une intention sur un coaching, sur un espace que tu crées avec le set, tu vois, il y a effectivement, pour moi, tu informes dans une direction déjà ce qui va se passer, quoi. Tu as une intention, quand tu es en plus clair et que tu le regardes à l'intérieur de toi, il y a toujours une démarche pour laquelle tu fais les choses. Comme toi, tu l'as vu pour le cannabis, il y avait une démarche avant tout derrière. Si on se pose pas de questions, on peut être... voilà, pris par le truc et après avoir des dérives et compagnie. Mais si on se pose des questions, effectivement, là, on a des clés. On commence à avoir des clés, quoi. Ouais, et puis c'est propre à chacun, parce qu'il y a des gens aussi qui vont aller au cannabis juste pour le côté récréatif. Et en fait, ok, quoi. Ok, peut-être qu'ils vont pas aller aussi loin dans... Voilà, dans les profils TDAH, il y a une forme de recherche aussi donc de dopamine qui peut mener à des profils très addicts. Oui. Et clairement, du coup, donc, l'addiction t'emmène de plus en plus dans la consommation d'une substance. Et de fait, quand moi j'ai rencontré le cannabis, je suis allé de plus en plus dans cette consommation-là. Et forcément, au bout d'un moment, tu dois y trouver un sens. Ouais. Enfin, tu cherches du sens. Ouais, parce que toi, c'était pas. Moi, ça allait, tu vois, par exemple, ça n'a jamais été quelque chose où j'ai vraiment énormément plongé. Et j'en suis pas arrivé à me poser ces questions-là. Par contre, effectivement, quand il y a quelque chose de beaucoup plus profond, tu le sens pour aller si loin dans cette quête. D'effet avec cette plante, quoi. Bah c'est sûr qu'après voilà, quand tu touches des états parce que pour te dire vraiment je me retrouvais dans l'appartement de Laura, à l'époque on était sous le même toit, j'entendais les sirènes sur le cours Jean Jaurès, grand cours etc de Lyon, et j'avais l'impression qu'ils venaient me chercher, quoi, tu vois. Puis j'étais complètement paniqué. Un soir elle rentre et je m'effondre dans ses bras en pleurant en lui disant mais j'arrive plus à maîtriser mes pensées, je crois vraiment que je déraille, quoi. Ah, je suis arrivé à un point où en fait il y avait ce truc de là, si tu vas plus loin, tu ris, quoi. C'est chaud, quoi. Ouais, tu donc il va falloir te demander déjà d'une pourquoi, en fait, parce que on n'est pas tous égaux non plus face à ça, et il y a des gens qui consommeront sans jamais avoir ces états-là. Donc du coup ça te pose une question aussi derrière, tu vois, il y a ce truc de mais pourquoi moi. Donc c'est clair que la consommation de la substance en elle-même, elle est problématique pour moi, qu'en plus de ça les quantités elles sont problématiques aussi, mais qu'est-ce qui fait que je suis allé jusque là? Comment ça se fait que je me mets aussi mal, en fait, tu vois, et comment ça se fait que dans ma structure aussi, dans entre guillemets ce que je suis sur le plan psychologique et sur le plan physique, dans mes déterminismes, comment ça se fait que mes déterminismes créent cette porosité à des états psychotiques, quoi, tu vois. Et donc du coup cette énorme aussi sensibilité, parce que accentué, effet vraiment décuplé, qui est un super pouvoir aussi, mais qui peut être nuisible profondément s'il n'y a pas le canevas, comme tu dis, comme toujours. Et pour moi c'est l'énergie du masculin, c'est le yang. T'as pas ton contenant assez solide pour gérer l'intensité que ton corps est capable de palper, parce que tu as développé une hypersensibilité aussi dès le départ, quoi. Ouais, c'est un des sens qu'on peut donner à tout ça, ouais, complètement. En tout cas, oui, moi c'est le sens que je donne à ça dans mes énergies yin-yang, toujours. Il y a toujours cette idée de contenant et de contenu, quoi. Ouais. Et je vois bien, plus j'avance, plus mon contenant s'épaissit, et plus du coup je peux accepter que mon hypersensibilité, mon émotion puisse être pas débordante, au détriment de moi, des personnes avec qui je vis, de tout, quoi. Ouais. Parce que là, évidemment, il n'y a plus de contrôle. Quand la rivière est complètement en chaos, tu peux plus rien faire, personne navigue dessus, quoi. Ouais. Bah alors, c'est... Moi, je tiens vraiment, du coup, à l'époque, c'est le sens que je donne à tout ça. Hein. C'est ce truc de, mais en fait, oui, effectivement, je suis, entre guillemets, hypersensible à... Il y a un truc qui se passe, c'est que, visiblement, je déraille assez vite là où quelqu'un... non, quoi. Je me souviens, alors, la seule drogue dure que j'ai eu à expérimenter, ça a été la MDMA. J'ai fait qu'une fois. Et je me souviens de ne pas avoir eu du tout les mêmes effets que les autres. Être vraiment très posé là où tout le monde était à fond, danse et tout, machin. Et j'étais, mais attends, mais c'est chelou, quoi, tu vois. On est quelques-uns à réagir comme ça, c'est pas la norme, entre guillemets. Moi, j'étais plutôt l'inverse. Hein. Et moi, c'est vraiment une énergie décuplée d'amour. C'est là où j'ai touché des ressentis d'amour très forts, quoi. Ah bah moi, je me suis tapé un mois de dépression après, quoi, tu vois. Par contre, il y avait des chutes qui étaient fortes. C'est violent, hein. C'est vraiment... je sais plus ce que c'est, je crois que c'est dopamine aussi qui est rebalancée d'un coup, quoi. Et t'es vide ensuite, hein. Donc physiologiquement parlant, c'est violent, quoi. Mais bon, bref, je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc le sens que j'ai donné à l'époque, c'était ça, hein. C'était, mes énergies de structure, mes énergies dites masculines sont effectivement à développer, parce que j'ai développé ma sensibilité, je suis très féminin, on m'a toujours traité d'androgyne, quoi, tu vois. Effectivement, il va falloir que j'aille m'ancrer, il va falloir que j'aille me solidifier, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Maintenant, aujourd'hui, que je tombe en amour aussi de la zététique et de tout ça, il y a aussi le regard scientifique là-dessus.
Et à l'époque, je donnais une réponse en disant c'est ça, c'est mes énergies, quoi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, mais en fait, il y a plusieurs réponses. Il faut surtout pas en choisir une et se bloquer sur celle-là, parce qu'il y a une autre réalité aussi derrière qui peut être périlleuse. C'est que peut-être qu'en fait, tout simplement, j'ai une structure qui pourrait donner lieu à des pathologies psychotiques. Et ça, faut pas le minimiser, quoi. C'est pas, en fait. Dans le milieu développement spirituel et personnel, on a toujours, enfin pas toujours, mais on a beaucoup ce discours de oui, toutes les personnes qui ont de la schizophrénie ou des troubles psychiques sont des personnes avec des sensibilités énormes, c'est une forme de super pouvoir. Moi je suis en partie d'accord avec ça, mais il y a une autre réalité aussi, c'est que c'est une souffrance énorme. Et donc il y a aussi une pathologie en fait derrière. Il y a aussi un soin à apporter à ces personnes-là, parce que non, c'est pas un super pouvoir si le super pouvoir il vient te détruire, quoi. Te détruire, c'est clair. Ceci étant, ce qui est intéressant, anthropologiquement parlant, on a regardé aussi qui dans la société première entre guillemets a un rôle pour aller parler avec l'invisible. Souvent, c'est des personnes qui présentent des troubles sur le plan psychique, quoi. Ou alors, si c'est pas le cas, quand ils prennent les substances, qu'est-ce qui ressort quand on fait je sais plus comment on appelle ça, mais en gros l'imagerie cérébrale là, okay. On voit que c'est des zones un peu similaires qui se réveillent, quoi. Alors, ce que j'avance là, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. T'inquiète. Voilà. Mais c'est intéressant de voir ce questionnement, en fait. Il y a ce truc de mais ok, la perception de la réalité entre guillemets perturbée, différente de la norme, qui ouvre sur l'invisible. Est-ce qu'on doit le classer dans la pathologie ? Est-ce qu'on doit le classer dans le super pouvoir ? Ou est-ce qu'au contraire, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire, mais elle est pathologique quand il y a un problème et que ça nuit à la personne. Exactement. Et ça peut devenir un super pouvoir quand la personne arrive à en faire quelque chose. Et le but, c'est d'arriver à ça. Ouais. Entre guillemets, par tous les moyens possibles, et en prenant soin de soi, évidemment. Mais voilà. C'est génial parce qu'effectivement, ça dépend de dans quel l'espace du curseur tu vas le pousser. Si tu arrives à trouver ce juste équilibre, ça va te servir au lieu de te détruire. Mais il y a des moments, effectivement, tu vas apprendre à ça et ça va plus te détruire. Des moments, tu vas être dans le côté très super pouvoir, mais c'est une histoire d'équilibre encore. Mais tu peux pas le qualifier, c'est l'un et l'autre à la fois, pour moi, du coup, en fait. Complètement. Après, voilà, il y a aussi des degrés. Et ça, vraiment, je tiens à le poser là, dans ce podcast aussi, c'est... voilà, je suis passé en hôpital psychiatrique et j'ai vu des gens qui sont dans des états... Tu peux avoir ce discours-là, hein, mais tu les sortiras jamais de leur psychose... tellement aigu que voilà, pour eux ça sera jamais un super pouvoir, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Ça c'est aussi important de le prendre en conscience parce que ça peut être aussi un message. Encore une fois, c'est au début de notre entretien là, je disais mais mes outils spirituels se sont retournés contre moi. Pendant longtemps j'ai beaucoup cru à ce truc là de on peut améliorer un état psychique si justement on trouve la clé de pourquoi il est là et de comment le vivre. Alors c'est vrai, dans une certaine mesure on pourra l'améliorer. On pourra calmer les crises, mais dans certains cas, il y a des personnes qui sont tellement atteintes psychologiquement, psychiquement, que non, tu feras pas de miracle, quoi. Tu peux juste l'accompagner et le diminuer au mieux pour faire la vie avec lui, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis parfois, voilà, il faut ces structures entre guillemets psychiatriques pour faire c'est triste à dire, mais une camisole, quoi. Oui, parce que du coup, le débordement est trop intense, c'est obligé d'avoir une... Ouais, puis il peut y avoir des mises en danger. Et des mises en danger d'autrui ou pour la personne et tout. Ok. Donc si on revient à ton chemin, ça commence par le cannabis. Tu plonges, tu touches un peu à de la MDMA. T'avances comment après tout ça ? La MDMA, ça a été vraiment anecdotique, hein. C'est le cannabis, moi, qui m'a... Ouais, c'est vraiment sa porte. Ouais. Donc, du coup, je rentre dans la naturalité, quoi. C'est le concept de naturalité, c'est ce truc de, bon, ok, les drogues dures, on évacue. Tout ce qui est synthétique, on évacue. Je vais voir un médecin. Ma mère m'emmène voir un médecin. Et puis, ma mère, en me présentant ce médecin, elle demande au médecin de me dire que c'est pas bien de fumer. Et le médecin, il la regarde, il lui dit, alors... C'est sûr que c'est pas bien, mais surtout, il faut comprendre une chose, c'est que c'est une plante maîtresse, le cannabis. Le médecin te dit ça ? Ouais. Ah ouais. C'est pas n'importe quel médecin, du coup. Non. C'était un homéopathe. Donc ça va peut-être faire polémique, mais enfin voilà. Non, on s'en fout, t'inquiète. Ouais. Non, mais en tout cas, voilà, c'est très intéressant parce que la figure d'autorité que j'ai en face de moi me dit ça. Donc moi, c'est du pain béni, tu vois. Je suis là, ok, c'est intéressant parce que j'ai toujours senti ça, en fait, ce truc de... C'est une plante
qui te procure du pouvoir. Il y a un truc qui se passe avec cette plante-là, c'est pas rien, quoi. C'est pas juste de la tisane, et c'est pas non plus... alors juste de la tisane, désolé pour tous les arboristes qui m'écoutent, hein, parce que la tisane c'est de la balle, mais ouais, c'est pas juste de la salade, quoi, tu vois. Et ouais, voilà, il y a vraiment ce truc-là, ça met en lumière un truc. Moi, à l'époque, avec les amis que j'ai, on a vraiment créé une sorte de groupe. Il y a un phénomène de communauté entre nous. On s'est donné un nom, on a des rites d'entrée dans la bande. On a vraiment. C'est quoi le nom de la bande? On s'appelait les Freaks. Les Freaks. Les Freaks. Donc, ouais, pour ceux qui peut-être n'ont pas la référence en anglais, les Freaks Show, c'était là où on présentait les nains, les femmes à barbe et tout, etc. Donc nous, on était vraiment... Les chelous, c'est ça. Ouais. Les monstres, quoi. Les monstres, voilà. C'est ça. Donc nous, on avait vraiment cette vibes-là, on était vraiment dans ce truc-là. On avait un groupe de musique, et pour rentrer dans la bande, il fallait que quelqu'un te parraine, et puis tu devais faire une soirée avec cette personne-là, et boire tout ce qu'elle buvait, tout ce qu'elle te disait de boire. Enfin bref, on était complètement barrés, quoi. Et on avait ce qu'on appelait les rituels. Donc on se retrouvait, et seuls les gens qui faisaient partie de cette bande-là pouvaient venir avec nous, et on fumait en silence. C'était très codifié. On se faisait tourner nos pétards en fumant 3 lattes et en faisant vraiment ce truc de tous en rythme sur une musique, en se taisant. Il y avait vraiment un set et un setting. Oui. Et ça nous a vraiment soudés, ça a vraiment créé des choses. Puis on avait vraiment la sensation que c'était plus puissant. Enfin voilà, c'était quelque chose, quoi. Il y avait déjà une mise en place de quelque chose de rituel. Et de l'ordre de la communion aussi ensemble. Ouais, complètement. D'une amplification, d'une connexion plutôt que de chacun dans son coin avec ce qu'il fume, quoi. Ouais, c'était vraiment, on ramenait une forme de sacré sans le savoir dans le profane, quoi. Exactement. Et je me suis rendu compte quand le médecin me dit que c'est une plante maîtresse, qu'en fait, c'est fou, mais finalement, on était en train de reproduire ce qu'on peut voir ailleurs, et instinctivement, en fait, dans des sociétés, entre guillemets, dites premières, où ils ont aussi leur rapport au divin, et que souvent ça passe par des antéogènes ou par d'autres moyens d'accéder à un état de conscience modifié. C'est quoi des antéogènes ? Alors antéogène, c'est le terme qui a été donné pour distinguer l'hallucinogène récréatif et l'hallucinogène dans le cadre rituel. Ah, ok. Donc antéogène, on a théos dedans, et c'est l'idée de quelque chose qui va perturber la perception, donner des hallucinations, mais avec un degré entre guillemets de sacré dedans, quoi. J'utilise ce terme-là parce que pour moi c'est important, la terminologie aussi. T'as tout à fait raison. J'aurais du mal à dire drogue pour parler des plantes en fait qui sont considérées comme des plantes sacrées, même si elles procurent des hallucinations. C'est vraiment quel est l'usage qu'on en fait, c'est ça l'important, quoi. Et je sais plus pourquoi je disais ça. Plante maîtresse, on était. Plante maîtresse, c'est ça. Et donc du coup, moi c'est quelque chose qui d'un coup, il me donne des mots, il met des mots sur des choses que j'ai l'impression déjà de vivre sans pouvoir les nommer. Et ça m'ouvre un champ de recherche en fait. Donc je commence à m'intéresser à ce que c'est une plante maîtresse, tout ça. Puis je tombe donc forcément, parce que c'est très à la mode à l'époque, sur l'ayahuasca et sur la notion de plante maîtresse telle que entendue en fait en Amazonie, parce que ça vient de là en fait. C'est là-bas qu'ils parlent de plantas maestras et plantas de poder, donc plantes de pouvoir. C'est leur façon de voir. Donc pour eux, il y a des plantes qui ont la capacité de t'enseigner, et qui ont la capacité de te donner du pouvoir, et particulièrement du pouvoir pour guérir, et si t'es un sorcier, hein, pour ensorceler, et tout, etc. Mais du coup, leurs guérisseurs, en fait, ils se servent de ça, quoi. Et moi, je suis là, bah oui, en fait, ça me parle à fond. Vu ce que me propose le cannabis, en fait, je sens ça. C'est aussi comme ça que je m'enfonce de plus en plus dans la consommation. Donc attention, clairement, parce qu'il y a des règles, et qu'il y a des plantes puissantes, et qu'il y a des hiérarchies, et que les plantes qui perturbent la perception, eh ben, elles sont pas prises sans préparation. Elles sont pas prises dans des cadres qui peuvent être fragilisants pour la personne. Elles ont des règles de conduite en fait, qui sont parfois extrêmes, mais qui sont là pour être une sorte de garantie qu'on va pas s'abîmer. Même si cette garantie, encore une fois, aujourd'hui au regard de la science, elle est pas complète, quoi. Elle est jamais là, ouais. Complètement, ouais. Ouais. C'est pas qu'elle est jamais là, mais c'est sûr que voilà, tu vois, par exemple, quand tu vas prendre l'ayahuasca, tu vas exclure tout ce qui est prise de drogue, médicaments, particulièrement antidépresseurs, parce que tu as des interactions médicamenteuses puissantes qui peuvent t'amener à la mort. Tout ce qui est sexe, sport, voilà. Donc, tout ça, ça a des raisons sur le plan spirituel. Et en fait, quand tu regardes sur le plan matériel, c'est aussi très sensé. Parce qu'effectivement, si tu prends beaucoup d'alcool avant d'aller prendre une plante comme l'ayahuasca, tu vas te retrouver à avoir des visions cauchemardesques. Ça peut être extrêmement décuplé, les effets. Ça peut vraiment te mettre dans de très mauvais états, quoi. Si tu prends des antidépresseurs, tu meurs, quoi. Et donc voilà, ils croisent pas certaines plantes, etc. Alors
Encore une fois, ça aussi, c'est très malléable en fonction des traditions, donc c'est difficile, je fais des généralités en disant ça. Hein. Mais voilà, on voit quand même ce truc-là, il y a des règles de conduite à avoir, parce que c'est pas des petites substances. Voilà, c'est pas des... Je me rappelle, on me parlait du cannabis en disant c'est une drogue douce. Non, c'est une plante maîtresse. Donc c'est puissant, c'est pas anodin. Non, c'est pas juste... on peut avoir une consommation récréative, je suis revenu là-dessus, parce qu'à l'époque, du coup, je rencontre l'approche spirituelle des plantes, et il y a ce truc de, bah non, pas de récréation, de la communion, d'accord, mais pas de récréation. Aujourd'hui, je reviens un peu là-dessus, je me suis assoupli, parce que, pourquoi pas, si c'est justement fait de manière à ne pas nuire, ni à soi, ni aux autres, pourquoi ne pas avoir de temps, entre guillemets, récréatif avec ces plantes-là qui sont de toute façon aussi parfois bénéfiques. Je veux dire, on va boire un verre à la fin du boulot avec des collègues, bah voilà, c'est aussi un temps qui nous socialise et nous fait du bien. Donc pourquoi pas avec d'autres substances, entre guillemets, quoi. Ouais, et puis pas aller dans l'excès, oui. En fait. Ouais. Voilà. Donc t'avances sur ce chemin-là, plante maîtresse, tu découvres l'Amazonie, tu découvres... T'as quel âge là? T'as 25? Non. En fait, le gap, la première expérience, je la fais autour des 20 ans avec mon médecin, donc par respiration holotropique. Ah, ok. Voilà. T'as 20 piges, tu fais déjà de la respiration, quoi. Ouais. Ouais. En fait, il me lance à fond, tu vois. Je me gave de livres sur le développement personnel. Je lis Stanislas Grof. Ouais. Donc, pareil, lui qui parle beaucoup de LSD, etc. Ouais. Il fait partie des pionniers qui ont travaillé avec le LSD. Alors, encore une fois, il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, comme dans tout. Mais à l'époque, moi, c'est du pain béni, donc je rentre là-dedans. Et en fait, c'est sur cette période-là que je commence à avoir mes premiers épisodes, entre guillemets, psychotiques. Parce que du coup, je débride complètement ma consommation du cannabis. Hein. Ne surtout pas faire ça. Mais bon, voilà, tu vois, ça d'une certaine manière, l'effet secondaire de tout ça, c'est ça justifie que je fume plus. Donc moi, j'y vais, tu vois, pas de souci. C'est pas grave, c'est ok. Enfin, tu vois, ouais. je dédiabolise. Ouais, voilà. Ouais. Et bon, voilà. Pas bien, mais enfin... Et donc du coup, c'est là que je fais ma première vraie crise. Et en fait... je prends contact avec un gars qui propose l'ayahuasca parce que je suis tombé sur des témoignages sur internet, etc. Pardon. Comme quoi on utilise l'ayahuasca pour les addictions. Et du coup, je me dis, mais ouais, en fait, je crois que j'ai besoin de ça, quoi. Et je sens l'appel, donc j'y vais, quoi. Et en fait, je vis une première cérémonie cauchemardesque. En France ? Ouais, en France. Okay. Ouais. Ok. Ouais. Donc bon, aujourd'hui, pareil, je suis mitigé sur ça, mais bon, en tout cas, voilà, je fais l'expérience en France. Quelque part, je préfère faire cette expérience en France que de partir en Amazonie où t'arrives là-bas, tu sais pas, quoi. C'est pas le cadre sécurisant d'un pays comme la France, médecin et compagnie, quoi. Et puis bah voilà, maintenant que j'en ai fait l'expérience, je vois l'envers du décor, et en fait, le tourisme autour de ça a dégradé de manière extrême. La pratique et en fait quand tu vas là-bas t'as plus de chances de tomber sur n'importe quoi qu'autre chose, quoi. Donc, voilà. Passons, en tout cas voilà, je fais cette expérience là, puis en fait la première nuit c'est tragique. J'ai l'impression que je vais crever, quoi. Le lendemain matin je me souviens avoir embrassé le sol et regardé des brins d'herbe en me disant waouh, c'est trop beau. Mais voilà, ouais, c'est ça, je suis en vie, quoi. Et il y a vraiment ce truc comme si à ce moment-là c'était c'est cathartique, hein, c'est si tu continues, voilà, tu vas crever, quoi. Mais qu'est-ce que tu vis tu vis des cauchemars, des hallucinations, tu vis alors j'ai pas respecté la diète, donc j'arrive, je prends mon verre, j'ai fumé, j'ai bu, j'ai couché avec une fille, y a rien qui va, je prends mon verre et tout de suite j'ai les effets. Mais vraiment tout de suite. Je porte mon verre à la bouche, le temps de retourner à ma place, j'ai des effets des sortes de vertige, la tête qui tourne, et puis tu vois les perceptions qui commencent à se troubler, et puis d'un coup j'ai des visions kaléidoscopiques, et en fait je me souviens tout de suite, la première chose que je me dis c'est mais c'est trop, je peux pas, donc tout s'arrête, les visions s'arrêtent. Par contre je continue à être vraiment pas bien, à sentir que un malaise, quoi, tu vois. Je me rappelle avoir tapé la tête contre le mur de la yourte, contre le bois de la yourte, pour avoir une sensation et me sentir c'était un repère, quoi. J'avais plus aucun repère, j'étais complètement déboussolé, confus, j'avais vraiment la sensation que j'allais y passer, quoi. Et en fait c'est quasiment que ça qui s'est passé, et à un moment donné ça m'épuise,
Donc je finis par lâcher en me disant bah voilà, t'as déconné, maintenant tu payes. Il n'y a pas d'échappatoire, donc bah ciao bonne quoi. Et en fait à ce moment-là, quand je lâche, j'ai la sensation qu'il y a une sorte, c'est vraiment une sorte de vision, sensation, je sais pas trop, mais il y a comme une main qui vient me chercher dans ce tréfonds là et qui me ramène. Je vomis tout ce que je peux vomir, je suis pas bien. Je me souviens, hein, la phase d'avant, en fait, je vais aux toilettes parce que j'ai envie d'aller aux toilettes et je suis tellement à l'ouest que j'ai besoin qu'un des aïudants de la cérémonie vienne me tenir la main pendant que je suis sur le trône, tu vois. C'est génial, enfin, juste, vraiment, c'est le grand écroulement, quoi. Tu vois. Ouais. Et je fais cette expérience-là, le curandero, avec qui ensuite je vais partir apprendre ce gars-là. Du coup, il était déjà là. Ok. C'est lui, ouais. Ah, ok, tu l'as rencontré à Lyon, ou enfin par là, quoi, en tout cas en France, quoi. C'est ça. Lui, c'est lui qui me fait le soin. Il fait une des techniques qui est plus ou moins pratiquée d'aspiration, comme ça. Ça me fait un bien fou. Et après ça, en fait, donc j'ai passé 3/4 de la nuit à être mal, et une fois qu'il me fait le soin, je vais mieux. Et il y a ce truc de t'as une seconde chance. Donc maintenant, tu l'utilises bien. Parce qu'en fait, on aurait pu te laisser là, quoi. Et donc du coup, je suis un peu là en mode, ok. Donc, c'était un ultimatum, quoi. Donc cet ultimatum, à terme, m'a servi, quoi. Maintenant, je regarde les choses aussi un peu différemment. Heureusement que j'ai réussi à le vivre comme ça, quoi. Parce qu'une expérience comme celle-ci, si derrière, t'arrives pas à te dire, ok, j'en fais un renouveau, elle peut te traumatiser pendant longtemps. Hein. Ouais. Donc voilà, j'ai par chance les ressources et le cadre qui va bien, et ça me permet de me relancer sur un chemin. Et donc là, en 2 semaines, j'arrête tout, tabac, cannabis, plus rien, quoi. Et je commence à du coup vraiment m'intéresser à l'ayahuasca et à venir un peu plus en cérémonie avec ce gars-là, jusqu'à lui exprimer qu'en fait j'aimerais trop pouvoir d'une manière ou d'une autre l'aider, quoi, tu vois, participer. Et donc voilà, de fil en aiguille, je pars en Amazonie, je fais une diète avec lui, et ensuite je rejoins l'équipe, je vide les seaux. Ensuite, moi j'ai un background de musicien, donc très vite, parce que les chants sont centraux dans cette pratique-là. Le chant est considéré comme l'outil qui permet d'activer les plantes, d'activer le soin, d'aller toucher la structure énergétique de la personne. En fait, c'est assez pertinent parce que quand tu chantes, t'émets des émotions. Hein, tu vas toucher le corps émotionnel de la personne finalement, ça va lui procurer des émotions, et en plus de ça, si elle arrive à comprendre, et quand on prend les médecines, on a la sensation de tout comprendre, quelle que soit la langue, il y a un état d'hypersubjectivité qui fait que quand tu chantes, du coup, la personne elle reçoit de plein pot ce que tu lui chantes, et si en plus de ça, donc elle comprend ce que tu lui chantes, ça peut vraiment la marquer. Quand tu vas lui dire dans un chant, je sais pas moi, tu es forte et tu rayonnes, ouais. En fait elle le vit à ce moment-là, et quand elle le vit, elle le goûte, et donc elle peut ensuite comment dire, récupérer ce bagage émotionnel vécu et le ramener dans le quotidien. Avoir une belle empreinte émotionnelle dans ses sens. Et ça me fait penser évidemment déjà à ce qu'on a fait ensemble quand j'ai fait ma première cérémonie champignon avec toi ici, mais également la cérémonie tabac et les chants que tu as fait et la musique, et c'était vraiment puissant effectivement de chaque personne qui est passée avec le soin. Il y a eu 4 soins, je crois, 4 ou 5 soins, le reste on était à écouter tes chansons. C'est hyper puissant ce que ça marque, parce que tu demandes à Isabelle ou aux autres personnes, elles seront marquées à vie de ce moment, les mots sonnaient juste, le set était là, il y avait tout pour que ça vienne vraiment ancré en elle. Et les chansons que tu écris sont géniales d'ailleurs. Non, ça serait trop génial d'en avoir des extraits et tout, mais ça pourrait être l'occasion plus tard. Mais vraiment, je trouve que cet outil, ça je disais que c'était vraiment un troubadour. Comment je t'avais dit ? Troubadour, je sais plus, parce qu'il y a vraiment ces chansons qui sont très folkloriques, un peu du coin, tu sais, mais en même temps avec cette énergie spirituelle de la nature. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose d'unique quand tu chantes et que tu joues qui amplifie énormément ce que tu transmets, quoi. Ouais, tout ça, voilà, c'est tout ce que j'ai appris avec les médecines, du coup. Ok. C'est vraiment... Oui, effectivement, les chants, je les ai écrits parce que je prenais l'ayahuasca, etc. Ils sont arrivés comme ça, en prenant l'ayahuasca dans ces périodes de formation ? Ouais. Ça développe aussi énormément la créativité. Pendant les diètes, quand tu pars en diète d'apprentissage, en fait, on considère que la plante que tu vas diéter va t'offrir un Icaros, un chant.
Donc évidemment, moi, c'est première chose que je demande quand je vais en diète, c'est je veux recevoir ton champ, tu vois. Et donc forcément, je me place dans une certaine réceptivité, puis quoi qu'il arrive, je cherche en fait. Tu vois, et j'essaye de comprendre comment fonctionne la plante. Et c'est assez trivial, mais parfois des champs, c'est juste dire qu'est-ce que fait la plante. Quand la première plante que j'ai diétée, c'était la Rosacha. Qu'est-ce que tu appelles quand tu diètes une plante ? Alors diéter, c'est prendre une plante tous les jours, soit une fois, soit 2 fois par jour, en fonction de la plante et de sa puissance, en étant en isolement et dans des privations qui sont extrêmes. C'est-à-dire que tu vas être privé du contact humain, social. T'as que celui qui veille sur toi qui vient te voir. Et éventuellement ses aides, mais c'est tout. T'as pas de contact avec les autres gens. Même dans le groupe de diète, t'es censé ne pas croiser le regard des autres personnes pour ne pas échanger d'émotions, d'informations, d'énergie. Tu peux pas les toucher, tu peux pas leur parler. Donc tes seuls interlocuteurs, c'est le chaman et ses aides. Sachant qu'en plus de ça, ils sont pas là pour taper la causette. Hein. Donc, tu te retrouves vraiment seul face à toi-même, dans un espace délimité duquel tu peux pas sortir. Tu peux pas aller te faire de longues promenades et tout, etc. T'as une restriction alimentaire aussi, extrême. Donc pour arriver à une sorte de neutralité, rien qui ait du goût, rien qui soit gras, rien qui soit vraiment de base, c'était de la farine de manioc et c'est tout. Ça c'est la façon dont ils pratiquaient à l'époque. Aujourd'hui c'est des patates à l'eau, sans sel, sans rien, du riz à l'eau, sans sel, sans rien. Le mingado, c'est donc l'eau du riz avec le riz, quoi. C'est vraiment de la banane plantain, pas sucrée, tu vois. T'as rien qui vienne apporter une forme de plaisir ou de goût. Et du coup, t'as tout qui est décuplé. Parce que comme le jeûne, quoi, tu vois. D'ailleurs, tu peux faire des diètes en jeûne et on considère que ça double le temps de ta diète, quoi. Et donc, tous les jours, tu prends ta plante. Et le but, c'est que cette plante-là, elle s'installe en toi. Tu fais une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de fermeture. Et parfois, tu as des cérémonies tout au long de ta diète qui viennent ponctuer ça. Et le but, c'est que tu t'imprègnes de cette plante-là, qu'elle t'apporte son enseignement, qu'elle t'apporte une compréhension de comment elle fonctionne, que tu sentes dans ton corps ce qu'elle fait, qu'elle vienne te visiter en rêve et qu'elle te transmette un chant. Combien de temps ça dure la diète ? Ça dépend. Voilà, ça dépend. La plupart du temps, une semaine, c'est trop court. Ok. Et puis, alors, tu as les diètes d'apprentissage et puis tu as les diètes que tu vas avoir à donner pour des personnes qui sont malades. Et c'est 2 choses différentes. Et bon, aujourd'hui, avec le tourisme spirituel, t'as les diètes de développement personnel, entre guillemets. Et ça, c'est pas quelque chose qui est traditionnel du tout. Au départ, dans une société première, la diète, c'est vraiment pour le guérisseur et le cas échéant pour une personne qu'on a besoin de soigner. Puis c'est tout. Tu vas pas faire une diète pour mieux te comprendre. Non, c'est pas ça. Nous, on fait ça. Voilà. Et donc, ça dépend. Ça peut être 2 semaines. Parce qu'une semaine, je trouve ça trop court, même s'il y en a qui le font. De 2 semaines à 1 mois, voire 3 mois, voilà, ça dépend, quoi. 3 mois sans contact, sans... Waouh. Ouais. Mais alors là, il faut s'accrocher. Il faut être sacrément costaud. Il y en a pas beaucoup qui le font, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que oui, effectivement, c'est costaud. Ouais. Et donc toi, quand tu es proche de ce chaman, tu décides à quel moment de bouger en Amérique latine ? Quasiment dès le début, en fait, il propose ses diètes là-bas. Parce que finalement, il travaille avec les plantes de là-bas. Donc on peut pas non plus tout ramener ici et donc on part là-bas pour faire une diète. Et je me rappelle à l'époque, pareil, j'étais dans la même déstructuration qu'aujourd'hui quelque part. Je cherchais ma voie, je cherchais à savoir comment je pouvais travailler, machin, etc. J'étais en échec scolaire et j'essaie de me former à l'ébénisterie, ça se passe mal pour plein de raisons diverses et variées. Et finalement, je finis par quitter l'école et partir en Amazonie. T'as quel âge là ? J'ai 21, 22. Ah oui, c'est encore tôt, ça va vite tout ça. Enfin, c'est tôt. En quelques mois, quoi. T'as quel âge aujourd'hui, Simon ? Là, j'ai 32. 31. J'ai 25 000 pas. J'ai 18 ans, toute ma vie. 31. Ok. Voilà, donc... Et après, voilà, j'ai passé 6 ans avec ce gars-là, quoi. Alors, c'est ce que je dis aujourd'hui, j'ai beaucoup appris de choses, tant en bien qu'en moins bien, quoi. J'ai dû aussi dépolluer tout ce que j'ai appris, quoi. Parce que voilà, on a tous notre façon notre prisme pour voir le monde, et puis c'est clair que voilà, j'étais à fond de sa vision du monde, quoi. Ouais. Et ça, tu l'as fait pendant 6 ans, mais t'allais pas tout le temps, enfin tu faisais des allers-retours en Amérique latine. Ouais, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on allait là-bas pendant quelques mois, on cuisinait
la médecine. Ça, c'était une expérience folle. Hein. Je me retrouve à 21 ans au fin fond de la jungle à touiller une marmite d'ayahuasca. Je dis, oulala, mais attends, mais qui a vécu ça dans sa vie? C'est fou, quoi. C'est clair. Bon, après, ça a fait gonfler mon ego de ouf. Mais bon, c'était hyper cool de goûter ça. J'avais vraiment l'impression que ma vie prenait un sens, quoi. Oui. On faisait ça pendant un mois, tu vois, on préparait notre popote. Ensuite, on la servait pendant un mois aussi avec les gens qui venaient pour diéter. Il y en a qui restaient une semaine, il y en a qui restaient un mois. Des Européens Des Européens. Okay. Et souvent, on trouvait aussi un temps pour diéter, nous. Voilà, donc Nolwe, puisque c'est le nom qui se donne. Comment Nolwe. Ok. Lui, il nous encadrait, et puis nous, on allait diéter. Et voilà, donc j'ai diété le tabac, j'ai diété la rosacha, j'ai diété le renako, j'ai diété... qu'est-ce que j'ai diété d'autre? J'ai fait 4-5 diètes, quoi. Voilà. Et je me rappelle plus de toutes, mais voilà. Et toutes ces plantes, elles vibrent en toi. Elles ont une empreinte en toi. Ouais. La croyance autour de ça, c'est que cette plante s'installe sur ta colonne vertébrale et elle pousse dans ta colonne vertébrale. On m'a dit ça parce qu'à un moment donné, j'avais mal au dos. Tu dors sur des planches en bois, quoi. Donc c'est le confort minimum. J'avais mal au dos, j'étais mal. Et puis le chaman me dit, tu sais, c'est aussi parce que la plante, elle pousse dans ta colonne vertébrale. Voilà. J'aime bien. Je trouve ça a son sens aussi, dans cette plante qui pousse en toi. Puis cette colonne vertébrale qui est aussi ton axe, quoi. Ouais, complètement. Ah non, voilà, c'était vraiment des années de ma vie magnifiques. Ouais. Et ça m'a donné autant de cadeaux que de fil à retordre, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est tout à l'image du monde et de la vie, ce paradoxe tout le temps. L'unité, ça va d'un côté et de l'autre en même temps, quoi. Donc ça peut t'apporter des compréhensions incroyables et aussi te foutre un bordel monstre et être en grand rejet de ça après, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà, moi c'est sûr qu'après, quand je me suis pris la claque cosmique que je me suis pris, et j'étais en rejet complet de mon parcours, quoi. J'étais un peu là, genre, ok. C'est ce qu'on peut appeler un peu une nuit noire de l'âme. Pour toi, ça, c'est ces grands moments de grosse remise en question, de grande dépression, de grande déconstruction. Ah ouais. Destruction même, démolition globale de tout le sens de ta vie. C'est ça, tu perds tout le sens de ta vie. En fait, tu te construis selon... On est tous emplis de dogmatisme quelque part. Et donc moi j'ai construit mon monde autour de toutes mes croyances, et quand à un moment donné mes croyances se retrouvent être nocives, ou que finalement elles se retrouvent à être invalidées, je me retrouve avec plus rien, tu vois. Je me retrouve à me dire mais en fait je vais pas bien. Il y a un truc hyper violent en fait dans le milieu spirituel, il y a ce truc de t'es responsable de ta situation entre guillemets, quelle qu'elle soit, et parfois en fait non, quoi. Les gars, bien sûr, il y a une part de responsabilité, puis c'est intéressant de pouvoir se charger de cette part de responsabilité, de pouvoir donner du sens, parce que ça nous permet d'avoir des armes. Mais parfois, la vie, elle a pas de sens, quoi. Et je me souviens, donc moi, ça a été tragique, c'est une fausse couche qui arrive après que je sois parti faire une cérémonie, dans une tradition où ils considéraient qu'un homme qui attend un enfant ne prend pas la médecine. Voilà. Et c'est pas le cas de toutes les traditions. Et donc, du coup, moi, je vis ça. Et donc, j'ai le choix, en fait. Soit je considère que j'ai fauté et que c'est de ma grande faute, quoi, tu vois, et je vis un enfer parce que quelque part c'est cru, mais j'ai tué mon fils, tu vois. Soit j'accepte que peut-être ça arrive en fait, tu vois. Et ça c'est l'un des trucs qui a été déclencheur, qui a beaucoup perturbé moi mon rapport en fait à tout ça, à toutes ces croyances, à tous ces trucs là. Puis il y avait plein d'autres choses, mais c'est difficile si tu veux pas qu'on parte sur 4 heures de podcast, je vais pas pouvoir parler de tout, mais tu vois, typiquement, il y a ce truc. Et du coup, moi, j'étais un fervent défenseur de ce truc de tu es pleinement responsable. Parce que je croyais pouvoir maîtriser ma vie. Non, tu peux pas maîtriser ta vie. Dieu, c'est Dieu, quoi, tu vois. Ah oui, non, c'est clair. Mais j'aime bien, moi, ce principe de responsabilité à 100% de ce que je crée, parce que ça me permet de retrouver le pouvoir, de m'adapter, de jouer. Mais je n'ai pas le contrôle sur tout. Il y a surtout accepter que la vie te traverse, en fait, et qu'il y a des moments... Ouais. Si tu cherches absolument un sens, tu peux en être dévasté, qu'à un moment, il faut faire. Il y a ça, il y a un... Ouais. Oui, il y a un juste recul à prendre avec ces croyances-là, et puis... Voilà, moi, c'est ce que m'apporte aujourd'hui, du coup, l'œil ouvert sur l'esprit critique et sur la zététique. C'est vraiment ce truc de, ok, une croyance, c'est important, parce que ça peut nous donner des outils, mais il faut pas s'enfermer dedans. Donc, il faut pas... La croyance, c'est ok, le dogmatisme, ça l'est pas. Voilà. Et à l'époque, j'étais clairement dogmatique. Hein. C'est vraiment, toutes mes croyances, j'en faisais des vérités. C'est... le rapport au grand esprit, tout, etc. Enfin, c'était des trucs, oui, si ma sexualité, elle doit être comme ci, comme ça, mon rapport à l'argent, il doit être comme ci, comme ça, s'il est pas comme ci, s'il est pas comme ça, c'est parce que y a des raisons à chercher, et parfois, il y a des responsabilités à avoir. En fait, non, parfois, juste...
parfois juste c'est la vie qui est en train de te juste ouais, de te mettre enfin comment dire, c'est juste c'est comme ça quoi. Ouais, j'ai pas de meilleur mot quoi. C'est vraiment juste des fois voilà, c'est des concours de circonstances, c'est aussi des trucs très pragmatiques où t'as un mauvais rapport à l'argent parce qu'en fait bah t'en as pas et que tu bosses pas. Et oui. Que tu vis en marge, comme moi je vivais en marge, et que les seuls sous que tu touches, c'est des trucs que tu touches tous les 2 week-ends parce que tu fais des cérémonies, t'as pas un vrai rapport au travail, tu vois. Et donc, bah oui, bien sûr que quand tu manques, quoi, parce que t'es pas capable d'aller chercher l'argent là où il est, parce que tu dépenses aussi de manière peut-être pas appropriée. J'aime bien, moi, la pensée de Frank Lobvet dans l'idée de peu importe le sens que tu vas y donner, à un moment, t'es là pour vivre des émotions, pour accepter la vie, et que tu le comprennes ou pas. Tu dois libérer, en gros, pour lui, il parle un peu de tes vies parallèles, toujours, c'est ça, tout se vit en même temps, et ce que tu vis comme émotion là, ça vient libérer, en gros, des vies en parallèle où c'est beaucoup plus intense et que tu as besoin d'aller vivre ces frustrations, vivre ces trucs, mais qu'on se refuse à vivre la vie, mais qu'en vrai, vivons la vie, vivons les manques, vivons les grosses douleurs émotionnelles, vivons les peurs de perdre, de mourir, de tout ça. Et continuer à avancer et à ne pas refuser la vie, tu vois. Parce que de base, on n'a pas du tout la compréhension de comment tout peut être relié, fonctionner. Pourquoi chercher absolument? Vis la vie et avance vers là où ça te mène, quoi. Ouais. Après, voilà, c'est un exercice qui est plus facile à réaliser quand les choses sont évidemment. Et moi, je sais que là, il y a eu 3 mois où c'était un peu... Après la retraite, tu vois, c'est les vagues, on le sait, c'est monté très haut avec la retraite, je rencontre ma chérie d'amour, et là, je suis porté par un truc, puis derrière, merde, à nouveau, il manque de l'argent, j'ai des peurs qui reviennent, mais je pensais que j'avais libéré ces trucs, et puis machin. Et en même temps, très pragmatiquement, je vis ce truc, et je vois que la vie m'amène toujours ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, mais si je continue à avancer, en fait, d'être dans l'action, à un moment, je dis, ça n'a aucun sens de poster ces trucs, faire, puis là, il y a, hop, ça ouvre d'autres champs, et puis tiens, l'argent revient, ok. Donc tu vois, c'est d'accepter de surfer, mais qu'à des moments, tes compréhensions sont complètement mises de côté parce que tu pensais avoir compris la vie, mais moi, j'aime bien avancer comme ça, j'ai tout compris. Ah putain, j'ai plus rien compris du tout. Et l'amour, c'est bon, je sais, c'est facile. Et puis là, tu rencontres une nouvelle femme, et ça y est, c'est incroyable à quel point, mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe, quoi. J'ai des livres, j'ai des compréhensions, mais là ça marche pas, quoi, parce qu'il y a quelque chose de plus grand qui vient se révéler, et c'est chouette, mais par contre il faut vraiment accepter de vivre le chemin, quoi. Complètement, ce qui est compliqué, quoi. Voilà, mais il y a un truc qui m'intéresse aussi là dans ce que tu disais, c'est ce truc de comment dire, alors je me rappelle plus tes mots exacts, ça va revenir. Il y a vraiment ce truc de c'est la vie, et à un moment donné la vie pourvoit. Et en fait, moi, je suis vraiment rentré dans une... Avant, j'avais cette croyance très très forte. Et elle est toujours un peu présente, je dis pas, mais en fait, voilà, on théorise ça dans le milieu spirituel, c'est ce truc de tout ce que la vie t'apporte, t'es capable de le dépasser. Tu peux le transcender, quoi. Et en fait, je suis plus complètement d'accord avec ça. Dans le sens où... donc c'est pour ça, ça rejoint ce truc de vivre les émotions, vivre ce qui t'arrive, et puis avoir une certaine foi et une confiance qu'à un moment donné, tu vas le traverser. Mais en fait, quand tu meurs, tu traverses pas, entre guillemets. Parce que finalement, c'est une traversée vers autre chose qu'on ne connaît pas, voilà. Mais quand tu meurs, tu traverses pas, quoi. Il y a des choses dans la vie que peut-être tu pourras pas dépasser. Et en fait, quelque part, on cherche à se rassurer en se disant, ok, j'ai cette croyance que je vais pouvoir traverser, ou que quelque chose de mieux m'attend après une épreuve, etc. Et j'invite personne à se débarrasser de cette croyance-là, parce que ça peut nous permettre d'avancer, effectivement, de nous structurer. Mais aujourd'hui, moi, en fait, j'ai traversé un truc où j'étais dans une telle souffrance quelque part que je me suis dit, mais ça se trouve, même ça, c'est pas vrai. C'est le fameux biais du survivant. C'est-à-dire qu'on voit les gens qui s'en sont sortis, on voit pas ceux qui sont tombés. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'avoir la croyance que oui, on peut sortir de tout. On sait s'adapter, on sait transformer, on sait traverser. Mais j'ai pas envie d'écarter non plus le fait que y en a certains qui n'ont pas réussi, quoi. Et du coup de me dire, mais j'en ai besoin, parce que si je me dis que je vais pas y arriver, c'est sûr que je vais tomber et plus jamais me relever, quoi. Mais je veux pas oublier, en fait. Je veux pas oublier que c'est une croyance. Voilà. Et que cette croyance, il faut que je la tienne pour croyance et pas pour vérité. Voilà. Pas comme dogmatique, quoi. Ce qui est un exercice pas facile du tout, parce que du coup, dès que t'as des doutes... c'est là où pour moi, effectivement, la croyance et cette foi de quelque chose de plus grand qui a un sens dans ce que tu vis, dans ces moments de doute complet et tout, moi, elle me porte toujours, en fait. Il y a l'idée de... Du moment qu'elle me sert, cette croyance, l'utilise, tu vois, et effectivement c'est une croyance, on peut voir, mais moi elle me porte, aujourd'hui elle me va bien, je continue, elle met du sens à ma vie,
Et j'ai bien conscience qu'effectivement, j'ai pas plus tu plonges, c'est cette règle un peu du 1% 99, plus tu plonges, en fait, plus tu te rends compte que tu as à peine 1% de connaissances dans cet univers et qu'il y a 99% de putain d'inconnus. Et plus on avance dans les connaissances, plus il y a de l'inconnu. Donc il y a un moment, il faut se dire, en fait, il y a un côté satisfaisant, si vas-y, on s'en fout. Viens, on fait la vie, viens, on fait des trucs, et on fait des expériences, on passe des bons moments avec ses amis, sa chérie, et on joue, et on essaye de trouver un bon équilibre dans tout ça, mais on arrête aussi de vouloir comprendre l'univers, quoi. Oui, et puis c'est une quête sans fin, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est clair. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu acquiers une compréhension, elle t'ouvre sur des incompréhensions, forcément, quoi. C'est clair. Mais c'est ça, j'en suis arrivé à théoriser ce truc-là comme ça. C'est qu'on a eu la religion, on a eu la spiritualité pour répondre aux questions auxquelles on pouvait pas répondre. La science est arrivée ensuite, et elle répond de manière beaucoup plus concrète, entre guillemets, à certaines questions. Pour autant, elle ne répondra jamais à tout. Et les zones qui sont restés sans réponse scientifique, bah pourquoi pas se servir des croyances pour faire des hypothèses, en fait. Hein. C'est ça. Et de se dire, tiens, bah là, je vais dans cette direction, ça me va de croire cette chose-là, je continue à cheminer, peut-être elle va s'ajuster, elle va prendre d'autres formes. En même temps, pour moi, c'est aussi... Chacun fait sa propre expérience sur chaque situation et on va pas voir les mêmes choses. Et complètement. Donc c'est là où on doit reprendre un peu notre pouvoir et notre responsabilité, c'est que moi je vois ça, ben je fais confiance à ça, j'avance et je vis des expériences et j'ajuste en partant de ça. Même si plein de personnes voient ce regard-là différemment, mais ils sont pas moi, quoi. Oui, complètement. Et en acceptant, du coup, parce que ce qui est sain là-dedans, c'est que ça te permet d'avancer. Mais à un moment donné, ça doit être révolutionné. Et donc en acceptant de se dire, ok, pendant un temps j'ai cru ça, j'ai pensé ça et ça m'a servi, et maintenant aujourd'hui, là où j'en suis, je refais un point. Est-ce que c'est toujours utile? Est-ce que c'est toujours vrai pour moi? Et est-ce que c'est aussi utile et vrai pour l'autre? Alors je parle de ça parce que donc du coup j'ai accompagné des gens, et au départ c'était je leur transmettais moi ce que je croyais. Parce que de toute façon, tu peux pas faire autrement, quoi. Bah oui. Mais pendant un temps, du coup, c'était ce truc de si tu n'y arrives pas, c'est que tu appliques pas les choses que je te dis de la façon dont je le dis. Et en fait, avec le temps, j'ai un peu revu mon positionnement en me disant, mais attends, quel est ton système de croyance? Quelle est ta pensée autour de ces choses-là? Et allons regarder ensemble, en fait, comment tu donnes du sens aux choses. Parce qu'il n'y a pas de bonne façon de donner du sens aux choses. Et juste, je vais te partager, moi, ce que je pense être bon, mais je vais pas te la sonner comme une vérité, parce que ça peut être nocif pour toi, et que justement, ma position aujourd'hui, c'est remets en question toutes tes croyances, surtout quand tu accompagnes quelqu'un, quoi. En disant, mais voilà, je te livre ma croyance, je te livre ma vision du monde, fais-en ce que tu veux, si ça t'aide, c'est génial. Si ça te convient pas, c'est pas que tu fais mal, c'est que c'est pas dans ton écosystème, quoi. Ça c'est génial, parce qu'effectivement moi je pose toujours ce cadre là, de façon de base c'est mon regard sur ta situation, mes compréhensions à cet instant T, parce qu'elles vont bouger, parce que moi-même je bouge et je suis mouvant tout le temps, et j'aime bien dire écouter, appliquer. Je te propose ça, essaye cet atelier, essaye ce truc là, j'ai proposé ce truc sur tel sujet, ça a l'air d'être vibrant pour toi, essaye, pose un atelier, vois ce que ça donne dans la réalité. Moi je ferai comme ça, je goûte et j'ajuste. Mais si toi tu peux pas le goûter dans le corps, tu peux pas te dire ça c'est pas pour moi, par contre j'ai vu un truc intéressant dans ce truc là qui va m'amener là. Et moi c'est ça qui est intéressant à chaque fois dans mes expériences, quand je me remets en responsabilité, je dis pas que mon mentor il a toujours raison, à des moments je plongeais à fond là-dedans, mais maintenant je suis ok, cette personne m'inspire sur tel sujet. Et là j'ai pris un accompagnement avec Michel Baudin, c'est trop super intéressant, mais on venait sur le côté croyant, sur le côté fonctionnement de l'ego, et en fait c'est un rendez-vous où on a parlé positionnement business hyper concret qui m'a donné le plus de valeur de cet accompagnement. Parce qu'à un moment, je dis, ah tiens, je vais tester, je reviens à ce truc-là. Et en fait, c'est en vivant ce truc, mais à la base, je venais même pas chercher ça, tu vois. Donc c'est pour ça, à des moments, il faut juste vivre les expériences qu'on te présente, mais accepter que tu peux ajuster tout le temps. C'est pour ça que j'aime bien le côté ajuster ou s'adapter. J'adore, et je trouve quand on est dans ces principes de fonctionnement arborescence ou autre, on a une grande souplesse d'esprit. Et donc, on peut faire des ups et des downs, mais on peut aussi bouger, tu vois, pivoter. Et j'adore ça, parce que ça permet d'être vivant, dynamique, et à des moments trop, parce que t'arrêtes pas de pivoter, à un moment tu vas où, gars. Mais ça c'est une grande force aussi, tu vois. Donc je vais juste se laisser traverser par ça et d'ajuster, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, après ces expériences, d'ailleurs, parle-moi de parle de pharmacopée. De toute la pharmacopée des plantes d'Amazonie. T'étais où, au Brésil? Alors non, j'ai beaucoup évolué en fait au Pérou et un peu en Colombie. On a commencé dans la région San Martín, donc en début d'Amazonie en fait, au sud du bassin amazonien.
Après, on allait autour d'Iquitos, qui est un point de rendez-vous névralgique en fait. De la super cumbia là-bas. Oh là là, c'est terrible. Il y avait de la cumbia jusqu'au centre de la jungle, c'était insupportable. J'adore la cumbia. Ils avaient des groupes électrogènes pour faire la fête le samedi soir. Voilà, c'était épique. Moi, tu vois, je suis parti avec cette illusion que j'allais retrouver des peuples premiers tels qu'on se les représente, des tribus sauvages et tout. En fait, ça a été vraiment malmené par l'Occident, Ouais. l'occidentalisme. Bref, et donc voilà, là-bas, je suis passé par Pasto, une des régions de Colombie qui est à la frontière de l'Équateur, et alors je me rappelle plus le nom de la région, mais du coup, Iquitos, c'est le point névralgique entre le Pérou, le Brésil et la Colombie, donc dans cette zone-là aussi, Okay. un peu. Le Putumayo, je crois que c'est ça. Okay. Je suis très mauvais en géographie, mais voilà. Vous vérifierez, chers amis. En tout cas, voilà, j'étais dans ces zones-là, quoi. Et donc, ta question sur la pharmacopée, c'est ? En fait, t'es là-bas, t'as toute la pharmacopée d'Amérique latine, et la différence avec celle en France, en Europe, parce qu'on va tous chercher justement les plantes à l'extérieur, alors qu'on a déjà toute une pharmacopée incroyable dans notre pays, et une tradition aussi autour de ça, quoi. Bah ça, c'est le biais d'exotisme. Ok. On a toujours cette sensation qu'une plante exotique, elle est miraculeuse, parce qu'il y a ce côté de elle vient pas d'ici. Ouais, c'est mieux ailleurs, quoi. C'est ça, on retrouve ça avec l'arpagophyton, tu vois, par exemple. C'est quoi ça ? C'est une plante d'Afrique, pour le coup, qui est très bonne pour les articulations, et qui aujourd'hui, du coup, souffre de sa réputation, parce que elle est anti-inflammatoire et tout, etc. Mais elle est positionnée comme parce que elle est vraiment efficace, hein, mais elle est positionnée comme la panacée, et donc tout le monde se l'arrache. Et dès que tu vas avoir un problème d'articulation, on va te dire prends de l'arpagophyton. Sauf qu'en réalité, on a des plantes chez nous pour ça. Et que pourquoi pas essayer les nôtres, quoi. C'est juste que entre le frêne qui pousse au fond de ton jardin et l'arpagophyton, tu vas plus avoir tendance à aller vers l'arpagophyton parce que le frêne au fond de ton jardin, tu le connais. Et il fait partie de ton paysage. Ouais. Donc, et puis après, c'est une grosse caricature que je fais parce que c'est pas les mêmes principes actifs, c'est pas les mêmes modes d'action, donc on peut pas substituer l'arpagophyton avec le frêne. Mais les plantes ne sont pas, si elles sont pas interchangeables, elles peuvent quand même être remplacées. Ce sera pas les exacts mêmes composants, les exactes mêmes actions. C'est pas les exactes mêmes couleurs, tu vois. Mais tu peux quand même avoir des résultats intéressants avec des plantes de chez nous, comme le cassis, comme effectivement le saule et le frêne sur les articulations, en fonction du problème, quoi. Et c'est là que du coup... les premiers pas que j'ai fait, c'était sur le plan spirituel. Là-bas, en Amazonie, ils n'ont pas la même approche de la pharmacopée que nous. Dans leur approche traditionnelle. Ils n'ont pas les mêmes traditions que nous, forcément. Mais il y avait une très forte approche, du coup, énergétique des plantes. Maintenant, quand on regarde ça sur le plan pharmacologique pur et dur, donc les constituants, voilà, je me suis perdu. Youpi! Ils mettent du sang sur les plantes. Oui, ils mettent du sang sur les Donc plantes. je trouve ça super intéressant, c'est parce que nous, on n'en met pas, en fait. On en mettait. On a perdu. On en mettait, on en met moins. Et aujourd'hui, oui, voilà, pour répondre à une problématique, en fait, avant, on parlait beaucoup de spirituel, d'énergétique et tout, etc., parce que c'était notre moyen d'action. Je veux dire, à l'époque des sorcières, à l'époque des herboristes d'antan, il y avait aussi beaucoup de magie dans la pratique de la médecine. Ça a toujours été assez lié à un rôle sacerdotal, en fait, à un rôle rituel. Et puis, avec le temps, avec la science, on est venu à une réponse beaucoup plus pragmatique et axée evidence-based medicine, donc la médecine basée sur des preuves. Et selon cette médecine-là, en fait, il faut qu'il y ait des réponses physiologiques à une problématique. Et en fait, c'est génial, parce que c'est vrai, je veux dire, quand t'as mal quelque part, avoir des composants anti-inflammatoires et des composants antalgiques, c'est important. Et si ta plante, elle en a pas du tout, t'auras beau lui donner l'énergie d'une plante qui calme, sur le plan médical pur et dur, sur le plan de la santé pure et dure, physiologique, biologique, t'as pas d'action. Et ça, c'est une réalité, en fait. Donc, personnellement, j'ai fait le métissage entre ces deux approches-là, parce que je pense que c'est important. Il y a ce truc de... c'est important d'avoir aussi une approche, entre guillemets, un peu plus, je mets des grosses guillemets, ésotérique, parce que ça parle à toute la sphère psycho-affective, psycho-émotionnelle, et que ça peut donner une réponse, même placebo, et ça reste intéressant. Mais si en face de toi, tu as une personne qui souffre de douleurs articulaires à cause de la goutte, il faut lui proposer des plantes qui vont réduire le taux d'acide urique de manière très pragmatique. Donc les plantes ne sont pas interchangeables. Tu peux pas prendre une plante exotique et dire ok, chez nous l'équivalent c'est telle plante, dans le sens l'équivalent identique c'est telle plante. Tu peux pas avoir les mêmes énergies non plus.
Et au départ, donc du coup, moi, l'approche en Amazonie, c'était beaucoup basé spiritualité. Et là-bas, ils ont une trousse à pharmacie. Il y a certains curanderos qui vont utiliser énormément de plantes, qui ont une grosse connaissance des plantes. Puis t'en as quelques-uns, ils utilisent 10 plantes à tout casser. Parce que la réponse qu'on va donner à une problématique là-bas, elle est d'abord et avant tout sur le plan de l'esprit et de l'âme. Elle n'est pas sur le plan pharmacologique. Parce qu'il n'y a pas cette connaissance-là. Et c'est ok, en fait, dans le sens... c'est ok dans leur culture et dans leur société. Mais un occidental qui va là-bas avec une prise d'antidépresseurs et qui vient chercher une réponse à une dépression, bah, ça le met en danger. Parce qu'il n'y a pas cette connaissance pharmacologique de l'interaction entre les inhibiteurs de monoamide oxydase de l'ayahuasca et la recapture de la sérotonine qui est perturbée aussi par la prise d'antidépresseurs à inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. Donc voilà, je sais plus pourquoi on s'est embarqué là-dedans. Bah moi, ce qui m'intéresse, c'est le sens qu'ils ont mis là-bas, mais après, il y a aussi les principes actifs des plantes de la pharmacopée d'Amazonie haute qui fonctionnent et qui amènent aussi des solutions, même s'ils n'ont pas eu à découper et à avoir synthétisé comme on l'a fait nous en Occident, qui peut avoir ses limites aussi, parce que du coup, il y a une part qui manque. Donc là, l'idée, c'est de réunir les deux, et qu'en Occident, c'est la manière de dire, est-ce que peut-être quand on est, nous, d'ici, nos chaînes et toute notre pharmacopée à nous vient résonner aussi plus avec nous que quand on est là-bas, parce qu'on est de là aussi, tu vois. Est-ce qu'il y a un lien aussi avec notre médecine qu'on a un peu oublié, mais qui serait en fait plus efficace, même si c'est pas les mêmes, évidemment, en fonction des pays, quoi. C'est une question très philosophique. Sur le plan scientifique, je sais pas si on peut vraiment établir quelque chose. En tout cas, il y a un truc moi qui m'a toujours rendu fou, c'est ton biotope, ta flore intestinale, elle est impactée par ton environnement. Et si tu voyages, tu n'auras pas le même biotope que si tu étais l'exacte même personne dans un biotope particulier où tu es resté, quoi, tu vois. Une personne qui vit au Pérou et qui est face à une flore extérieure très différente de celle d'ici, elle n'a pas le même biotope intestinal. Donc déjà, il y a un impact de notre environnement direct sur ce qu'on est. Le 7. Voilà. Voilà, clairement. Et donc, la question étant, est-ce que, du coup, notre environnement, les plantes de notre environnement sont plus adaptées à nous ? En fait, de base, on s'adapte à notre environnement. Donc, par voie de fait et par bon sens, j'ai envie de dire, bah oui, en fait, les plantes que tu as chez toi, elles sont beaucoup plus adaptées à ta physiologie, parce que ta physiologie s'est adaptée à ton environnement. Voilà, ça c'est du bon sens. Maintenant, sur le plan scientifique, j'ai rien à donner de croustillant, parce qu'on n'a pas pu faire d'études aussi poussées que ça, mais c'est un point de questionnement. Et sur le plan pharmacologique pur et dur, un composé anti-inflammatoire, ce qu'on va chercher à savoir, c'est si sa réponse face à l'inflammation est efficace. Et ça, c'est indépendant de ton environnement. C'est un peu dépendant de par contre... alors c'est pas juste ce que je viens de dire là, parce que une plante, qu'elle pousse en plaine ou qu'elle pousse en montagne, ça change tout. Qu'elles poussent à 1 kilomètre l'une de l'autre, elles seront pas les mêmes, parce qu'elles vont se nourrir d'un sol qui n'est pas le même. Donc le thym qui pousse en pleine garrigue, il est beaucoup plus fort en principe aromatique que le thym qui pousse chez nous en Bretagne. Et donc il aura une réponse bien plus puissante face aux infections, s'il a été cultivé dans la garrigue que s'il est cultivé ici en Bretagne. Tout simplement parce que il a plus de principes actifs, vu qu'il est dans un environnement beaucoup plus hostile. Donc voilà, les plantes aussi, elles sont façonnées par leur environnement. Et voilà, t'es dans la garrigue, t'as un hiver qui te tape dessus, tu chopes froid, t'as une réponse de ton terroir qui est beaucoup plus efficace. Et le fait est que, par exemple, je pense qu'on est plus... Alors je sais plus exactement comment ça fonctionne, les rhumes hivernaux, mais en tout cas, la différence entre l'été sec, fort, et puis l'hiver, fait qu'on a aussi une fragilité face à ce genre de pathologie-là. Je m'embarque peut-être dans une postulation complète, hein, mais en tout cas, pour moi, ça fait du sens. Ici, en Bretagne, on a un climat tempéré un peu tout le temps, puis on a des hivers assez doux, finalement. Donc, les pathologies de l'hiver, ça va. Et donc, finalement, on n'a pas besoin de ce thym qui vient répondre... Voilà. Encore une fois, sur le plan scientifique, je sais pas ce que ça vaut ce que je dis, mais sur le plan philosophique, moi ça fait sens. Il y a ce truc de oui, les plantes qui sont chez nous sont plus adaptées à ce qu'on est, ce qui veut pas dire que on n'a pas intérêt aussi à découvrir ce qu'il y a ailleurs, hein.
Parce que tout ça, c'est aussi... j'ai rencontré quelqu'un un jour qui me disait, mais pourquoi tu vas chercher en Amazonie ce que tu pourrais avoir ici? Puis à l'époque, j'étais là, tu vois, citoyen du monde, quoi. Parce que ce que je vais chercher en Amazonie, c'est pas ce que j'ai ici, quoi, tu vois. Et il a pas complètement tort, ce mec-là, parce qu'au départ, j'étais en rejet total de ce truc-là, en me disant, mais on a perdu nos racines, on a perdu... Et c'est pas faux. Mais pour autant, on a eu aussi une pratique des plantes maîtresses, entéogènes et tout, etc. Le druidisme, voilà. Puis même, voilà, les sorcières et tout ça. Les sorcières utilisaient des plantes entéogènes puissantes, à ne surtout pas utiliser, mais je vais les citer quand même. Voilà, la datura, la jusquiame, etc. Elles sont très dangereuses, ces plantes-là, donc on évite de les utiliser. Puis elles sont même ce qu'on appelle délirogènes. Elles créent des hallucinations qui sont plus diaboliques qu'autre chose, quoi. Donc pas hyper chouette. Bref, en tout cas, j'allais chercher là-bas quelque chose qui est encore vivant là-bas, en fait. Et après, c'est vrai, chez nous aussi on a eu ça. C'est vrai, ça s'est éteint parce que ça a été pas mal entériné par le christianisme et par notre mode de vie occidental. On n'a plus les mêmes besoins en termes de société que les sociétés premières. On répond pas au monde de la même façon. Aujourd'hui, nos sociétés sont très pragmatiques et scientifico-centrées. C'est bien, c'est mal, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce qu'on est. Et donc, on aura du mal... L'un des arguments qui est avancé contre les hallucinogènes, c'est que ça te place dans une hyper-subjectivité qui fait que tu es malléable et influençable. Et donc, du coup... la plupart des gens considèrent que quand tu fais ça, en fait, juste tu t'influences et que tu nourris des croyances complètement déconnectées de la réalité. On a rejeté toutes ces pratiques-là. Et je suis encore en train de me perdre. C'est pas grave, parce que moi j'ai envie de savoir, aujourd'hui, en gros, qu'est-ce que tu as envie d'apporter avec ces connaissances, toute ton expérience? Comment cet outil, ces plantes-là, ici et là-bas, peuvent être utiles au monde? C'est quoi ton grand pourquoi par rapport à tout ça aujourd'hui? Alors, premier point, on est allé chercher en Amazonie une pharmacopée avec des principes actifs, même si les peuples là-bas n'utilisaient pas notre approche et donc ne se souciaient pas des principes actifs, et on s'est rendu compte qu'ils utilisaient les plantes parfois à bon escient. Pas tout le temps, mais parfois. Et souvent, c'était extrêmement pertinent. Comment ils ont fait pour trouver, en fait, ces plantes qui marchent pour eux? Alors, ok, on peut parler de faire des essais et des tests A, B, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, puis finalement trouver par itération les plantes qui marchent. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, ce serait pas comme ça que ça serait passé, qu'en fait il y a un rapport spirituel aux choses, il y a une lecture des choses qu'on avait chez nous aussi avec certains alchimistes, où tu vois, la théorie des signatures, c'est une plante ressemble à telle partie du corps, alors peut-être qu'elle est bonne pour cette partie du corps. C'est clairement pas scientifique, on se met d'accord là-dessus, c'est vrai, ça peut amener à nous tromper méchamment, c'est vrai aussi, mais c'est intéressant parce que parfois ça tape juste, et donc c'est une bonne façon de faire des hypothèses et de l'itération. Donc pour moi, récupérer ça, et l'appliquer à ce qu'on a chez nous, c'est intéressant. Surtout qu'on est allé chercher ces principes actifs parce qu'on a des besoins. Et de plus en plus, on va s'acheminer vers ça, parce qu'on est en surpopulation, c'est un fait. On a eu des pénuries l'année dernière, du fait du Covid ou de plein de raisons différentes, je sais pas exactement. Mais on a eu des pénuries d'antalgiques. Et les premiers antalgiques qu'on a réussi à synthétiser, on les a synthétisés du saule et de la reine des prés. On a récupéré les acides salicylés pour faire l'acide salicylique qu'on retrouve dans les aspirines. Donc pour moi, avoir une bonne connaissance de notre pharmacopée, avoir des outils pour, si on a besoin, revenir en arrière et utiliser des méthodes peut-être, entre guillemets, moins de pointe qu'avant, ça reste intéressant. Ça reste des technologies en fait, qu'il ne faut pas perdre. Elles sont peut-être moins efficaces aujourd'hui quand tu arrives avec une septicémie. C'est sûr qu'il vaut mieux positionner un antibiotique à spectre large, hyper puissant, que tu as su synthétiser, etc. Mais si demain on l'a plus ce truc-là, comment on fait? Il ne faut pas perdre ces savoirs-là, quoi. Donc moi, ce que j'ai envie d'apporter, c'est ça, c'est une survivance de ces savoirs-là. Et parfois, parce que la grosse croyance qu'on a eue quand on a découvert le médicament, entre guillemets, ça a été de se dire, ça y est, on va éradiquer la maladie. Ça n'existe pas. La maladie, elle fait partie du cycle. Elle est importante. Et ça, c'est aussi une compréhension que peuvent avoir certains peuples premiers, quoi. Il y a cette notion de quand il y a un trouble, ce trouble, il apporte une histoire. On ne chassera jamais le mal. On a besoin d'un ennemi commun pour pouvoir se construire. La maladie fait partie du cycle. Et quand tu renais d'une maladie, quand tu te relèves d'une maladie, tu es entre guillemets plus fort. D'ailleurs, ton système immunitaire est plus fort. Enfin, voilà. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie d'apporter.
Et aussi de faire renaître chez nous ce lien à la nature, ce lien aux plantes, proposer aux gens d'avoir la capacité aussi de se soigner eux-mêmes. Alors, clairement, je ne devrais pas avoir le droit de parler de tout ça, mais soyons concrets, 5 minutes. On vit dans un désert médical ici. Le médecin de mon village est parti, il laisse 3000 patients. Je ne suis pas médecin, je n'ai pas le droit de diagnostiquer, j'ai des connaissances que le médecin n'a pas, mais le médecin a beaucoup de connaissances que je n'ai pas non plus. Le mieux, ce serait qu'on puisse collaborer. Sauf qu'on est en lutte politique entre nos castes, pour des raisons débiles, et en fait c'est triste, parce qu'on pourrait dire aux gens, bah écoutez, vous allez voir l'arboriste du coin, il va vous apprendre un petit peu à connaître les bases de comment ça fonctionne pour vous, à vous proposer des plantes qui peut-être vous soulageront en partie, et puis si vraiment il y a des gros besoins, là vous allez voir le médecin, tu vois. Moi quand je me blesse, ma pharmacie elle est dans le jardin, quoi. Quand j'ai un rhume l'hiver, ma pharmacie elle est dans le jardin. Quand j'ai un mal de tête, ma pharmacie elle est dans le jardin. Quand j'ai une gueule de bois, ma pharmacie elle est dans le jardin. Quand j'ai des problèmes articulaires mineurs, ma pharmacie elle est dans le jardin, quoi. Et les plantes répondent à mon besoin. J'ai pas besoin d'aller acheter des trucs, des médicaments, etc. Maintenant, pareil, gros disclaimer, parce que c'est de là que naît la lutte entre nos castes. Quand il y a des pathologies avérées et graves, il n'est pas question de se substituer aux méthodes de pointe de la médecine et de la science, qui sont très efficaces. C'est sûr que si vous avez un cancer et que vous venez me voir, moi le seul truc que je peux faire, c'est vous accompagner sur les autours. Je ne vais pas vous proposer un traitement, parce que je ne suis pas médecin donc je ne peux pas le faire, je ne vais pas vous proposer un traitement alternatif à la chimiothérapie ou quoi que ce soit, quoi. Donc c'est de marcher main dans la main, en fait, c'est de réunir les deux, et effectivement il y a un grand soulagement et une prévention qui peut être fait par les plantes partout, et qui évite d'aller dans des choses beaucoup plus dures. Ouais. Mais quand c'est nécessaire, il y a la médecine qui est là, en fait. Bah, c'est ça. Et c'est dommage de rejeter les deux, quoi. Et puis, alors, l'un des points moi, qui m'a fait vibrer, c'est l'utilisation des plantes hallucinogènes. Qu'on rejette beaucoup, qu'on stigmatise beaucoup, mais en fait, quand on regarde comment elles sont utilisées pour les rites de passation, c'est hyper intéressant. Et les premières études qui ont été faites, elles ont été faites autour des états dépressifs, elles ont été faites sur les soins palliatifs et permettre une meilleure acceptation de la mort. Alors, ok, elles sont pas faites en double aveugle et tout, et blablabla, c'est vrai, mais ça reste intéressant, les données. Alors, c'est de l'extrapolation pure et dure, mais du coup, pourquoi on se ferme à ça, en fait? Dans un cancer, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'accompagner la personne, non pas sur sa maladie pure et dure, même s'il faut le faire, c'est important, il faut soigner la maladie, c'est vrai, mais il faut aussi soigner le malade. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux. Et en fait, quand tu traverses un cancer, il n'y a pas que le cancer qui te détruit. Il y a aussi tout ce que tu vis autour. Il y a ton rapport à la vie qui du coup est complètement perturbé. Parce que demain tu peux peut-être mourir. Donc comment tu vis ça? Comment tu te trouves dans cette expérience-là? Comment tu acceptes aussi parfois, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que peut-être tu traverseras pas cette épreuve. Comment tu fais pour du coup être en paix? Parce que finalement c'est hyper important. Au moment de mourir, moi ce que je voudrais plus que tout, c'est être en paix. Et aussi mourir sans souffrir. Mais voilà, et c'est des choses que le travail sur soi avec la psychologie, etc. amène, c'est vrai, mais les plantes aussi, et les substances antéogènes aussi. Et on voit aujourd'hui renaître la psychothérapie assistée par psychédélique. Ouais. Et franchement, j'espère que ça va prendre sa place. Aux États-Unis, ils font des trucs de ouf, hein, avec le MDMA, avec carrément le micro-dosing, soit champignons, soit aussi LSD et tout. Il y a... En Suisse, ils font ça aussi. Ils ont relancé en Suisse l'année dernière, en juin, je crois. Ouais, non, mais voilà, on a tout à gagner, en fait, à ne pas oublier nos racines et notre passé, à les marier avec nos capacités nouvelles aujourd'hui, et se faire affronter ces deux mondes-là, c'est se tirer une balle dans le pied, quoi. Donc, offrons-nous toutes les conditions pour pouvoir avancer. C'est sûr que ça pose des questions d'éthique, ça pose des questions forcément, mais c'est important. Et c'est important que ça pose des questions, que ça ressecoue tout ça, et que dans les faits concrets, qu'est-ce que ça donne? Des personnes qui utilisent ces médecines-là, qui se transforment et qui reviennent aussi. Bon, je trouve qu'il y a une idée de revenir à des racines aussi, tu vois. Oui, complètement. Parce que c'est de se recentrer là, aussi là où on est chez nous, dans notre pharmacopée, notre compréhension, dans le tout, et puis de regarder un axe, quoi, parce que ça nous aide énormément, en fait. Bah oui, complètement. Parce que cette période aussi qu'on vit secoue dans tous les sens, c'est chaotique, il y a des remises en question énormes, il y a des moments où on vient rechercher du sens, et effectivement le revenu, vas-y, je reste sur mes bases, en fait, je vais me réenraciner, et on voit qu'autour de nous, comme tu parles de pharmacie chez nous ou autre, il y a des solutions géniales
qui viennent apaiser aussi tout ça et remettre du sens et juste de la simplicité. En fait, j'ai l'impression qu'on a envie de revenir à de la simplicité, quoi. Oui, en tout cas, quand tout est chaotique comme ça, c'est ce qu'on cherche, quoi. Donc, et c'est moi ce que je vois aussi dans ma vie perso et pro, c'est plus je vais à la simplicité. Et ce qui est drôle, c'est qu'après 4 ans là d'activité, je reviens à ce que je faisais au démarrage, en fait. Mais avec tout le chemin, tu fais, ah ouais, c'était ça dès le départ, mais j'ai pu voir un peu tout autour, mais je reviens à l'essence et intégrer beaucoup plus fortement parce que c'est descendu dans mes cellules, c'est pas juste le truc, là c'est l'élan naturel, mais il était juste, il y avait juste à le suivre en fait et à continuer. Mais il s'est enrichi de ce parcours-là, comme un peu toi, t'as le bagage, quoi. Et là j'ai le bagage et je comprends et je le vibre, donc ça c'est hyper intéressant. Et qu'est-ce que ça allège l'esprit qui part dans tous les sens d'arborescence haute, parce qu'il y a juste un processus à suivre qui est beaucoup plus simple, quoi. Ouais. Et voilà, donc du coup, juste pour finir sur ton pourquoi, parce qu'il y a un truc qui me vient là tout de suite, il y a aussi ce truc de... je me cherche, hein. Je me suis toujours cherché, je sais que je suis bon dans l'accompagnement sur le plan spirituel, ça c'est quelque chose que je sais faire, même si aujourd'hui je le remets en question, voilà, c'est différent la façon dont je le fais, mais aussi ce qui m'a poussé à nos plantes chez nous, c'est que, bah oui, à un moment donné, j'ai voulu répondre à des problématiques très pragmatiques de t'es malade, comment on peut te soigner, ce qu'on est encore une fois pas censé faire parce qu'on n'est pas médecin, blablabla, hein, ok. Mais c'est ça aussi le truc que j'ai envie de pouvoir faire, c'est marier ces deux mondes-là. Être en mesure d'avoir les connaissances nécessaires, de pouvoir me former, hein, pour être apte à le faire, mais pouvoir répondre à des pathologies en positionnant mes outils. Voilà, c'est un des trucs qui me paraît hyper important, répondre au corps et répondre à l'esprit. Parce que pour moi, un guérisseur complet, quand il atteint sa complétude, il répond aux deux. Il a vraiment besoin d'avoir cette complétude-là. Il a besoin de marier les paradoxes. Voilà. Et donc, ce que tu fais vraiment, c'est aujourd'hui, c'est cet archétype du guérisseur qui remélange ces savoirs-là entre le côté très concret, scientifique, médecin, et puis le côté spirituel et le côté des plantes, du savoir aussi endémique à chez nous, pour des parcours de transition ou en tout cas de guérison liés à des problématiques de l'ordre émotionnel et du sens de la vie, quelque chose d'assez profond en fait. En tout cas, c'est ça que je vise, clairement. Ouais, c'est cool. Voilà. Après, voilà, c'est vrai que je me questionne, tu vois, parce que oui, je suis pas médecin, donc c'est le fameux truc que tu disais tout à l'heure, les 1%, 99%, c'est comment ça s'appelle, l'effet Dennis Kruger. C'est ça, oui, exact. Et c'est, en fait, quand tu commences à toucher une expertise, tu te rends compte que tu ne sais rien. Et en fait, moi, je rentre là-dedans, c'est que je commence à un peu plus comprendre la biologie et des trucs comme ça, de manière très, très, très triviale. Hein. Voilà, je suis pas, clairement, je suis pas médecin, quoi. J'ai pas fait 8 ans d'études et je connais pas tout ça. Mais du coup, j'ai assez de bagages pour me rendre compte qu'il y a plein de choses que je connais pas. Et j'aimerais pouvoir combler ce bagage-là pour être en mesure de proposer un accompagnement sain, complet, et qui soit efficace sur ces plans-là. Et ben pour moi, de mon point de vue, c'est déjà ton bagage est tellement déjà grand par rapport à plein de personnes et des problématiques qu'elles vivent que tu peux déjà les aider, tout en continuant ton chemin et en agrandissant tes connaissances et ton savoir. Mais aujourd'hui, on l'a vu à la retraite, on l'a vu dans les différents espaces où j'étais avec toi, tu as des outils déjà qui font du bien et qui aident à avancer un peu plus loin sur le chemin de la personne. Pas besoin oui, il y en a peut-être par la suite, tu feras faire des grands bonds parce qu'il y aura des vraies compréhensions encore plus profondes. Mais ça dépend aussi de l'autre, de la personne, comment elle va avancer à son rythme. Et je trouve que déjà, juste... avance avec des personnes, aide les personnes de là où tu en es, comme moi j'en suis aujourd'hui dans Julien après 4 ans d'entrepreneuriat et de marketing, j'ai des compréhensions, mais j'ai pas toutes les compréhensions, et par contre je peux déjà te dire, là j'ai vu les pierres sur lesquelles marcher pour arriver à peu près à ce chemin là qui me ressemble et qui sera différent du tien évidemment, mais en tout cas qui pourra t'aider, quoi. Et donc moi je trouve, et ça a tout son sens, parce que déjà tu le fais, tu as déjà énormément de savoir, parce que tu as commencé à 20 piges, et puis même tu as pour moi ton expérience de vie qui est tellement riche d'apprentissage qu'on a vécu avec papa, maman et tout, déjà, c'est de l'expérience de vie. Moi, je vois sur le couple, c'est de l'expérience, c'est de la formation. C'est clair. Sur le tas. T'apprends des trucs, tu prends des claques, t'as de la formation. Et évidemment, des connaissances, des formations supplémentaires un peu pour structurer ça, t'aident à comprendre et à mettre de l'ordre. Mais moi, j'ai trouvé que dans la création de contenu, dans le partage de connaissances, déjà juste de ma vie, je suis obligé de passer par de l'ordre. Par des listes ou par un schéma, comment je leur transmets ça pour que moi déjà je le comprenne simplement et que je leur transmette, tu vois. Comment je mets des étapes et tout. Il y a Ali Abdaal, il dit ça, everything is a list. Tu vas mettre des listes dans tout parce que ça te structure. C'est beaucoup plus simple de dire les 10 étapes pour lancer ton business en ligne. Ah bah oui, dis-moi et comment moi je les simplifie en 10 étapes, tu vois. Utilisateur de Notion, on vous aime. et des gens, tu vois, comment t'arrives à simplifier les choses, mais déjà, c'est un savoir immense que nos expériences de vie. Donc faites des expériences et ta vie est très riche d'expériences avec beaucoup d'intensité que peu de personnes iront aussi rechercher, tu vois.
Moi, le premier, c'est t'as vécu des espaces que je n'ai pas, auxquels je n'ai pas été confronté, et merci, on verra la vie et ce qu'elle me présente, qui t'amène à voir, ok, il y a des choses, quand t'as l'impression de crever, tu lâches des trucs, quoi. Ah, c'est clair. Tu vois, je veux dire, ok. Je vois, comme j'accompagne que des femmes, passer l'accouchement, il y a un avant, un après. Il y a quelque chose tellement immense dans, ok, je suis capable de ça, tout le reste, mais... C'est clair. Plus grand rite initiatique du monde. Hein. Et tiens, on va terminer là-dessus parce que c'est cool, j'avais envie d'en parler. Rite initiatique, on manque terriblement, les hommes aujourd'hui dans notre société, de rite initiatique. Ah, c'est clair. De quitter maman, le cordon, bon, je dirais pas d'aller chasser des lions, mais d'aller se confronter à un vrai rite initiatique du masculin. Parce qu'on a beaucoup d'enfants à barbe, comme dit Michel, et comme moi je vois très bien être, dans plein d'espaces, qui a besoin d'être sécurisé, rassuré, et qui a toujours ce lien avec maman, c'est du taf en fait, aller libérer ce truc-là, quoi. Bah, le fait est que, et on le voit, l'épreuve construit la maturité. Et dans nos sociétés patriarcales, on est quand même vachement coucounés, quoi. Et donc après, bon, je dis ça, c'est sûr que c'est dur pour certains hommes, hein, qui du coup subissent de plein fouet la violence aussi du patriarcat, hein. Je veux dire, quand du coup tu te retrouves en plein milieu de l'océan à faire des tafs qui mettent ta vie en danger, c'est sûr que c'est pas rien. Mais voilà, ces rites initiatiques, ils sont plus aussi sains parce qu'ils t'élèvent pas. Dans nos sociétés, on a une culture de l'asservissement en fait. Là où dans la tribu, en fait, on a besoin que tous les éléments ils s'élèvent parce que sinon on est en danger, quoi. Nous, dans notre société, il y a un jeu de caste qui fait que si l'autre s'élève, il est une concurrence. Voilà, on est vraiment dans ces jeux de concurrence. Amené aussi par la mondialisation, quoi. Parce que en fait cette concurrence tu la retrouves aussi chez les peuples premiers, hein, c'est entre tribus. Voilà. Et puis il faut pas idéaliser non plus la structure sociale de ces tribus là. Il y a une cohésion, c'est vrai, mais elle coûte cher cette cohésion, quoi. Bref, en tout cas effectivement on a perdu nos rites et il y a beaucoup d'entre nous, et je me compte dans le lot, qui du coup ont ce sont des enfants à barbe, quoi, oui. Et c'est clair, parce que il n'y a pas ces rites de passage à l'âge adulte. Moi, je les ai cherchés, du coup. Je les ai créés avec mon groupe et les rituels et tout, etc. Déjà. C'était un peu des formes d'initiation, des rites de passage. Nos rites de passage à nous, ça va être avoir le bac, ça va être... picoler. Moi, ça a été beaucoup autour de la picole. Ouais. Dans mon adolescence, c'était ça. C'est ça. Tu vas boire, tu vas te mettre mal. Et après, voilà, on peut être pour ou contre, mais tu vois, pendant un temps, il y avait le service militaire, c'était un rite de passage. Carrément. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça qui se sont délitées parce que nos structures sociales se sont transformées et qu'aujourd'hui, on a énucléé... je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, aujourd'hui, quand tu regardes, il y a une frontière entre les anciens et la nouvelle génération. La structure familiale est explosée. Je dis pas qu'il y a une structure familiale à respecter. Enfin, voilà, non. Il y a une famille, ça peut être plein de choses. Dans certaines tribus, la famille, c'est pas les parents, hein. C'est l'oncle, la tante. Voilà, donc peu importe la forme que ça prend, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, dans nos sociétés, c'est d'abord et avant tout le fonctionnement de la société en tant que tel, et à la famille un peu après. Et puis l'individu, d'une manière, il est surglorifié, parce qu'on est des sociétés très individualistes, et en même temps, il doit complètement s'effacer, parce que s'il ne rentre pas dans le moule, on l'écarte, on le détruit, quoi. Donc oui, pour moi, effectivement, on a perdu le rite initiatique spirituel. On a perdu la spiritualité quand on a cherché l'athéisme. Je dis pas que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, chacun ses croyances, mais je pense que de toute façon il y a quelque chose de plus grand quelque part, quoi. Et c'est dommage de se couper de ça et d'être dans ce rejet-là. Et nos sociétés, du coup, en se coupant de ça, on fait un choix. Et encore une fois, que ce soit le bon ou pas, c'est chacun son point de vue là-dessus, mais voilà, je crois qu'on a vraiment besoin de ça au fond de nous, quoi. Et qu'une personne athée va chercher des réponses dans la science qui sont en fait des besoins de répondre au plus grand, au grand tout, quoi. Et du coup, ça me fait penser à qu'est-ce que tu proposerais aujourd'hui si tu faisais un rite initiatique. Est-ce que tu mettrais le tabac, qui est pour moi une énergie, en fait, ça m'avait fait vraiment penser à ça. Donc c'est le grand-père, le bienveillant mais intransigeant. Tu sens qu'il va te tenir, il y a le cadre, mais avec de l'amour. Et aujourd'hui, c'est pas pour rien que
on fume beaucoup à l'adolescence. Pour moi, j'ai vu vraiment comme un côté, je viens chercher du masculin, je viens chercher du père, tu vois, de cet homme que je n'arrive pas à accéder, mais pas de la bonne manière, et en plus pas ritualisé comme le fait le tabac, comme tu l'utilises toi, quoi. Alors il y a plusieurs choses là-dedans. La première, c'est que en fonction des traditions, tu peux retrouver aussi une énergie féminine au tabac. En Équateur, ils considèrent que c'est plus une énénergie féminine. Il est consommé avec l'eau, il est jamais soumis à la combustion, etc. Voilà. Okay. Donc en fait, mais quelle est l'histoire qu'on se raconte? Voilà, c'est ça le vrai truc important. Après, l'histoire, elle a des supports, et le tabac est un support. Moi, j'utiliserai le tabac parce que mon rapport au tabac, c'est ça. C'est que le tabac, c'est le grand-père, c'est le masculin. Voilà. Pour moi, le tabac, c'est l'esprit martial, c'est la rigueur, c'est la structure, c'est le rapport au monde subtil et puis l'ancrage, la protection, etc., etc. Mais ça, c'est l'histoire que je me raconte et que je peux raconter du coup ailleurs. Je l'ai intégré, c'est comme ça que je le vis. Effectivement, je me servirais du tabac comme rite initiatique, et après tout dépend ce qu'on cherche dans ce rite initiatique, parce que tu as des rites initiatiques qui sont juste symboliques, où l'initié ne va pas être forcément confronté à ses limites, puis tu as des rites initiatiques qui sont extrêmement périlleux, et qui poussent l'initié à des confins qui même parfois sont fatales. Avec le tabac, t'en as un de rite initiatique pour les tabaqueros, où ils doivent ingérer une très grande quantité de tabac qu'on a considéré comme mortel. Alors, je reviens dessus sur un article que j'ai écrit pour Altea Provence sur le tabac. Et j'explique en quoi, finalement, la fameuse dose mortelle, c'est aléatoire, quoi. Mais on considère que la dose que prennent ces tabaqueros pour leur initiation en tant que tabaqueros avertis, quoi, elle est mortelle, et soit ils survivent, soit ils le vomissent soit ils survivent, ils le vomissent, soit ils ne vomissent pas, ils survivent, tant mieux, et ils meurent, tant pis. Voilà, ces rites-là, pour moi, c'est extrême, et c'est à remettre dans un contexte extrême où effectivement ça a un sens dans la société dans laquelle c'est né. Chez nous, ce serait pas du tout cohérent. De toute façon, si tu fais ça, tu mets en danger les gens, quoi. Donc voilà, non. Par contre, reste que du coup, l'histoire qui s'est racontée là dans ce rite-là, elle est hyper intéressante et belle. Et pourquoi pas s'en inspirer en disant mais voilà, qu'est-ce que vient chercher ce tabaqueros en se confrontant au tabac? C'est un véritable rite du combattant, et ça t'ouvre les portes du guerrier, quoi. Donc pourquoi pas se dire ok, c'est aussi ça que sert le tabac, et le présenter de manière plus douce, sous la forme de purge ou de râpé ou de j'aurais peut-être pas le temps de tout expliquer ce que c'est ces formes-là, mais en tout cas voilà, sous des formes beaucoup plus douces qui ne mettent pas en danger et qui pour autant vont aussi quand même te connecter à l'énergie du tabac. Et si tu racontes l'histoire en disant voilà, ce tabac il vous sert à réveiller le guerrier en vous, tu suggères quelque chose, et si la personne elle est réceptive à cette suggestion, elle peut se proposer de le vivre. Voilà. Et de retirer du coup une histoire aussi à se raconter, qui lui permettra peut-être de transformer l'histoire qu'elle est en train de se raconter. Exactement. J'adorerais que tu me proposes une cérémonie comme ça, d'aller contacter plus le guerrier, ou une diète ou un truc qui me permette d'intégrer vraiment plus et de faire ce rite que j'ai eu encore du mal à faire, de quitter maman pour de bon, quoi. Tu vois, de couper le cordon et d'être dans ce masculin, ça y est, quoi. Je suis vraiment dans cette phase en ce moment, et ce serait génial. Ok. Ouais, je prends note. Chers hommes, si vous nous entendez, n'hésitez pas, parce que c'est, je pense, des choses très intéressantes d'aller travailler dans ce chemin-là. On a beaucoup de travail avec le masculin. Moi, je sens qu'il va arriver ce chemin-là. Je suis encore là beaucoup avec le féminin, mais je vois qu'il y a des grandes demandes, des grands besoins, et de maturité, de responsabilité, d'accepter sa vulnérabilité, ses émotions. Parce que pour soutenir le féminin, on a besoin d'un contenant et d'un masculin solide aussi, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Simon. Ça nous fait quoi, 1h40 d'interview, c'est bien, c'est très très bien. Et je te propose, pour terminer, de tirer une photo. Tu vas nous dire ce qui vient de cette photo, et puis le message que les cartes ont envie de te transmettre, et de nous transmettre à nous tous qui écoutons. Allez. Et puis on fera une dernière question, tu me diras comment tu repars de cet échange avec moi. Merci, chère carte. Pareil, je mets une intention de partager un message à Simon et au monde. Tu vas la décrire pour ceux qui la voient pas, puis je ferai une photo. Alors, on voit un personnage en mouvement, on voit les jambes d'un personnage en mouvement, donc on voit ses pieds et des chaînes devant. Ah oui, celle-là. Pour moi, elle représente souvent le masculin, celle-ci, tiens, c'est intéressant. Ouais, on voit des chaînes qui sont beaucoup plus nettes que le personnage derrière qui est flou.
Et du coup, je l'interprète. Bah, c'est ça qu'est-ce que tu ressens? Quel est le message que tu vois, toi? Bon, c'est sûr que ce qui saute au visage, c'est cette notion de se sentir enfermé, se sentir emprisonné. L'image est de biais d'ailleurs. Et nos pressions, moi ça me parle du contexte en fait actuel, où le mouvement est extrêmement limité. Et pourtant, moi le flou aussi que je vois là, donc le personnage est flou, c'est vrai. Son pied qui est en avant est plus net. Et il y a une des chaînes au milieu qui se floute. Et c'est comme une invitation à lever ces chaînes-là, quoi. Je sais pas si tes autres images sont en couleur, là elle est en noir. Il y en a en couleur aussi. Oui. Pour moi, c'est l'invitation de penser en dehors de cette carte. Parce que si je regarde la carte, tout ce que j'y vois, c'est du déterminisme. C'est du flou. C'est pas dans la carte que je vais m'épanouir, quoi, tu vois. Et la carte, c'est le cadre. Le personnage n'est pas complètement dans le cadre. On voit que ses jambes. Donc, le haut du corps, on peut toujours imaginer que les chaînes s'arrêtent, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre ? L'esprit est fort pour s'enfermer tout seul. Ouais. Oui. Voilà. Oui. Et que dès qu'une image s'impose à nous, justement, c'est difficile de penser en dehors de cette image-là. Exactement, hors du cadre, quoi. Ouais. Et qu'on a toujours tendance à regarder ce qu'il y a de pire, ce qui nous menace, ce qui nous inconforte, ce qui est désagréable, ce qui est négatif. On est conçu comme ça, et qu'on a beaucoup plus de mal à aller chercher le positif dans l'épreuve. C'est une invitation à ça aussi. Puis encore une fois, c'est là tout ce que je viens de dire, c'est depuis mon prisme. Ça se trouve, il est de l'autre côté des chaînes. Ça se trouve, c'est lui qui est libre. Oui. Tu vois ? Tout à fait. Et ces chaînes-là pourraient être tout à fait en fait une structure, un canevas, un cadre, vu qu'on a beaucoup parlé de ça pendant l'interview, sur laquelle s'épanouir. Tu vois ? Pourquoi ce serait nécessairement des chaînes clivantes et enfermantes. Tout à fait. En fait, vas-y. Me vient aussi l'homonyme chaîne et chaîne. Mon activité, c'est cœur de chêne. Et un jour, quelqu'un m'avait fait la remarque en me disant, mais tu sais, en langage des oiseaux, ça peut être aussi cœur de chêne, C-H-A-I-N-E. Oui. Voilà. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux donner comme sens, quoi ? Encore une fois, quelle est l'histoire que tu te racontes avec les éléments qu'on te donne ? Merci, et c'est tout à fait ça. En fait, vous avez toujours le choix. Peu importe ce que vous avez à regarder, de quelle manière vous allez le regarder, de quelle histoire vous voulez raconter. C'est là où tu peux te responsabiliser pour moi. Quelle histoire tu te racontes sur ce que tu vis actuellement et comment elle peut te servir plutôt que te démolir, quoi. Comment elle crée de l'énergie plutôt qu'en drainer, et que cette carte peut te plomber de dingue ou te dire, ah mais c'est génial, lui en fait, là-haut il est tout souriant, tout en couleur et tout, et c'est lui qui est libéré parce qu'il est derrière les chaînes et c'est pas toi qui l'es, quoi. Donc c'est super. Bon, c'est aussi l'invitation d'aller au-delà des apparences, même si les apparences sont ce qu'elles sont, et que là, la première chose qu'on voit, c'est... Bah voilà, c'est pas engageant, quoi. Mais voilà, pourquoi ne pas aller plus loin, quoi. C'est ça, et c'est toujours une question d'interprétation, de toute façon. Ouais. Donc c'est neutre, c'est une information, ça. C'est toi derrière, comment tu vas être face à cette information qui est hyper intéressante. Ouais. Merci beaucoup, Simon. Comment tu repars de cet échange avec moi ? Est-ce un dernier mot pour nos auditeurs, auditrices ? Ah bah moi je serais bien resté. Hein. J'adore faire ça, j'adore parler, j'adore raconter tout ça, puis philosopher. J'adore aussi cultiver le doute. C'est important, même s'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit non mais voilà, la foi c'est la foi, il ne faut pas douter. Mais en fait pour moi c'est hyper important. Je me sens beaucoup plus proche de moi-même quand je reste dans ces zones de doute. Et du coup de pouvoir parler de tout ça aujourd'hui, j'ai pu poser ce en quoi je crois, émettre les doutes que j'ai vis-à-vis de ce en quoi je crois, et ça me permet d'être plus clair avec mes contradictions. Puis ça me donne envie de reprendre ma route donc avec les médecines et les plantes, et puis de reproposer en fait mon accompagnement, trouver la forme qui convient à cette structure que je suis pour l'instant. Et voilà, je sens que je touche ça, c'est l'acceptation de pouvoir proposer quelque chose à un instant T et de lui proposer d'être aussi malléable que ce que je veux être moi à l'intérieur de moi-même. Exactement. Ouais. Ça reste un cadre après. Dans ton accompagnement, ça peut danser en plus. Quoi. Par contre, moi j'aime bien ce 21 jours ou ce 45 jours. Et chaque au-delà, ça m'ennuie, quoi.
Et qu'est-ce que je peux proposer dedans? Ça peut danser. Ouais. Est-ce qu'il y a 1, 2, 3 séances, qu'il y a du groupe, machin. C'est juste, il y a un moment, on va passer ensemble du temps, quoi. Et du coup, il y a un truc qui me vient fort, c'est parce que j'y pense depuis un petit moment. Donc, il y a plein de choses que j'ai envie de lancer, un podcast, un machin, etc. Donc, merci d'ailleurs pour ton invitation sur. Je t'en prie. Podcast Révolution, les amis, si vous voulez lancer votre podcast, elle défend cette formation. Et j'ai très envie de proposer des temps rituels. Ouais. Et c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis toujours, et pas forcément hors cadre légal, avec des plantes douces, pour juste aller contacter justement le rapport aux plantes, proposer comme ce qu'on a pu faire pendant ta retraite, un temps avec un feu, une prière, une ritualisation, inviter tous ceux qui veulent y venir à venir tels qu'ils sont, avec leurs croyances ou leurs justement doutes, ouais. Et juste avoir des temps comme ça de rencontres qui sont déjà des temps de médecine. Ouais. Donc voilà, j'aimerais beaucoup reproposer ce que j'ai pu proposer là à ton groupe. Génial. De prier avec le tabac et de venir contacter le tabac auprès d'un feu avec moi, quoi. Tu poses ça en juillet ou quoi? Allez. Vas-y, mais moi je viens. Hein. Allez, je suis chaud. Tu poses ça, une date, un endroit, après on peut un endroit simple ou autre, mais. Ouais, bah chez moi. Ou chez toi en fait. Voilà, c'est ça. Moi je suis donc frontière Finistère-Morbihan pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Donc vous êtes les bienvenus évidemment. Ce serait potentiellement un soir. J'ai un petit espace pour accueillir une dizaine de personnes et vous faire dormir dans une yourte. Donc vous êtes les bienvenus. On allume un feu. On utilise le tabac pour se connecter et puis on parle, simplement on partage ce qui nous amène et on échange tous ensemble. Voilà. Génial. Et ben tu sais quoi, on va en parler, même on va faire une vidéo et on en parlera pour commencer à déjà associer les gens. Je récupère des mails et puis on met ça, enfin je t'envoie tout ça et ça pourrait être trop cool. Merci beaucoup Simon, et effectivement il y a des belles choses à faire dans tout ça, et puis la Bretagne, il y a un bel espace pour accueillir aussi ça, même s'il y a de la pluie quand même assez souvent. C'est pour ça qu'il faut faire des feux, ça chasse la pluie. Voilà, tout à fait. Merci infiniment, chers auditeurs, auditrices, merci de nous avoir suivis durant quasiment ces 2 heures, là, 1h50. Partagez cet épisode, envoyez des messages à Simon, à moi, je mettrai les liens dans la description. Suivez-nous sur les réseaux, sur Insta. C'est quoi ton Insta, toi? Arrobase cœur, le chiffre 2 et chêne l'arbre. Tout attaché. H-E-N-E, tout attaché, ouais. Génial. Je mettrai dans tous les cas les liens. Et puis, il y a ma formation, il y a mes propositions, il y a celle de Simon. Et puis, mettez-nous des commentaires aussi, c'est cool à savoir. Ou quand vous écoutez le podcast, filmez-vous, faites un petit screenshot et puis partagez-le en story, vous nous taguez sur Insta et tout. C'est toujours cool de savoir comment et quand vous écoutez nos partages et comment ça résonne en vous. Merci infiniment. Merci Simon. Avec beaucoup d'amour. Et puis, à très très bientôt.